Je reviens sur ce que tu dis, il a créé cette communauté de fans, mais c'est vraiment Mmh. ça presque et tu vois, c'est là qu'il a été très fort, dans le parcours et je trouve que le livre au final, c'est l'aboutissement aussi de ce qu'il fait avec Lemlist, et sur LinkedIn et via son blog, depuis le début. C'est cette stratégie de building public et de création de contenu où en fait, il a toujours documenté son parcours, en toute transparence et après on aime, on n'aime pas, tu vois? À la limite, peu importe. Mais du coup, tu crées de la confiance, tu crées de l'attachement et c'est aussi ça qui fait que, bah, ça fonctionne, du coup et petit à petit, tu vois, les gens en parlent. Nous, on a acheté le bouquin, j'ai acheté le bouquin alors que je l'ai reçu sur mon podcast, on a discuté, tu vois? Je suis les musiques depuis le début, donc en fait, il y a plein de choses qu'on savait déjà parce qu'on l'apprend, mais du coup, on est Oui. toujours curieux aussi, curieux de la suite. C'est presque ça, une base de fans au final qui va contribuer aussi à faire amplifier, en tout cas la croissance de l'entreprise, quoi. Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière, en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. Tu connais peut-être l'homme qui valait 1 milliard. Qu'importe. J'ai mieux que du people à te proposer, car je te raconte un secret qui valait 150 millions. Le jackpot de l'euro million avec un ticket à 1000 euros. Dans cet épisode du podcast Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an, avec Axel Kaletka, on te raconte l'histoire d'un succès. Celui de G, qui a atteint 150 millions en 3 ans et demi. Avec une mise de départ de seulement 1000 euros. Pas mal comme ROI. C'est du bootstrap dans toute sa splendeur. Et ça mérite bien un petit café. Car qui mieux qu'Axel pour parler du livre de Guillaume Moubèche. Axel suit de près l'histoire de Lemlist depuis ses débuts. Il a même déjà reçu G dans son podcast, le café du market. Un vrai fan. Mais t'es pas venu pour ça. Parlons des bijoux de famille de Guillaume. Dans cet épisode, on te rapporte quelques petits bijoux que Guillaume nous livre. Pourquoi tu dois absolument te payer dès le départ, et beaucoup. Comment monter une base de fans pour accélérer ta croissance? Pourquoi il faut tout processer dès le départ si tu veux scaler vite. Et on te révèle aussi la clé du succès de Lemlist, avec un process de recrutement ultra rapide et tout autant efficace. Et enfin, on va te déniaiser, en levant le voile sur les mensonges bien ancrés de l'entrepreneuriat. Et je suis sûr que tu crois à plusieurs d'entre eux. Alors, mets ta cagoule, tes écouteurs, et ne rate pas cette occasion unique de faire progresser ta boîte en découvrant les secrets de Guillaume Moubèche, qui nous explique étape après étape comment passer de l'idée au succès. Et on accueille Axel. Alors, merci d'être venu, Axel. Aujourd'hui, on va parler du bouquin de Lemlist, qui vient de sortir. Alors, quand je dis de Lemlist, c'est plutôt de Guillaume Moubèche. Le titre, si je ne me trompe pas, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, c'est Le secret à 150 millions. C'est ça, je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça, effectivement. Merci pour l'invitation, du coup, Ouais. Sébastien. Bah, je t'en prie. Alors, présente-toi qui tu es et pourquoi je t'ai invité. Dis-nous tout. Ouais, du coup, Axel Kaetka, moi je suis un Marseillais d'adoption, papa de 2 enfants et je suis freelance spécialisé, du coup sur les SaaS B2B. J'accompagne du coup les SaaS sur, leur stratégie d'inbound marketing notamment. Voilà, j'étais responsable market avant pour un éditeur de SaaS qui est à Marseille et donc je suis freelance depuis le début de l'année, quoi. Et donc, tu Nickel. m'as invité. Effectivement, on va parler de ce bouquin de Guillaume que moi j'ai lu et que j'adore, enfin que j'ai trouvé très bien, mais c'est un petit peu la suite de tout ce qu'a fait Guillaume depuis le début de l'Emlist. Moi, je les suivais parce que c'est une inspiration, on va dire, depuis plusieurs années, ce qu'ils sont capables de faire dans la création de contenu, tout ce qu'a fait Guillaume autour de ça, et puis de la stratégie qu'il déploie aussi avec ses équipes sur l'Emlist, qui est super inspirante. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes idées à en chercher, à aller y chercher quand on fait un SaaS. Et d'ailleurs, j'ai reçu Guillaume aussi dans mon podcast, le Café du Market, il y a quelques mois, un épisode à découvrir, mais qui fait sens aussi par rapport à ce qui était dit dans le bouquin. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, toi, tu l'as reçu avant la sortie du bouquin, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, je l'ai reçu, donc il est dans ma 10e, 11e épisode, je sais plus exactement, mais je l'ai reçu fin avril, il me semble. On a discuté
On a discuté justement de l'intérêt de la création de contenu quand on veut lancer sa startup et pourquoi les fondateurs devraient s'y investir. Et donc c'était un petit peu avant la sortie du bouquin. Voilà, mais ça fait bien sens en tout cas par rapport à ce qui est dit dedans, quoi. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu as le bouquin à portée de main? Ouais, j'avais sous les yeux, Ouais, juste là. tu Je peux nous suis un montrer. bon élève. Alors, Ouais, effectivement. Il est là. Ici. nickel. Ouais, ici. Ouais. Parce que moi, ça marche moins bien en fait. C'est mon Kindle et voilà. Et tu veux que je te dise, en fait, j'ai les deux versions. J'ai acheté le bouquin écrit parce que je voulais pouvoir le Nickel. garder, annoter et tout. Et c'est vrai que j'ai la version Kindle aussi parce que je voulais pas attendre de le recevoir pour pouvoir le commencer. On m'a caché ça. Ouais. Mais Je suis un j'ai fan. hésité à la prendre en papier. Et quand tu dois prendre des notes et le relire, c'est une galère le Kindle pour ça. Enfin, c'est pas fait pour ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon. Ouais, C'est pas très détail. pratique. Du coup, c'est vrai que les bouquins business, moi, j'ai tendance à les avoir en broché pour ça, quoi. Ouais. Alors, Voir si un je dis peu pas mieux de dedans. bêtises, je crois que j'ai vu. Alors, le bouquin est sorti il y a un mois, il me semble, un truc comme ça. Alors, pourquoi je t'ai invité aussi? C'est parce qu'on s'est retrouvé à lire le bouquin en même temps. On s'est pas concerté avant. Donc, je me suis dit que Non. ce serait une bonne idée d'en parler. Surtout que Guillaume, aujourd'hui, lui, il est très axé sur la communauté anglaise. Donc, c'est parfait. On va en parler en français. Le bouquin est en anglais. Donc, sachez si vous voulez l'acheter. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ça va être un problème. Ouais. Et je crois qu'il y a des promos à 50% qui traînent encore en ce moment. Donc, profitez-en sur le bouquin. Ouais, je touche rien dessus. Ouais, c'est bien de le dire. Moi non plus d'ailleurs, tiens. Mais non, ouais, c'est vrai qu'effectivement, il est en anglais, donc c'est sûr que c'est tout de suite moins abordable pour la communauté française. Mais en tout cas, pour ceux qui lisent l'anglais, c'est une lecture qui vaut le coup, quoi. Que ce soit d'un point de vue Ouais. marketing ou création de business, quoi. Et ça reste du business, enfin de l'anglais business. Du coup, c'est pas non plus, c'est pas de la littérature où c'est plus compliqué des fois où il faut avoir du vocabulaire. Si vous Ouais, si vous écoutez les vidéos en anglais, ça ira, quoi. Guillaume n'est pas lui-même anglais, quoi. Non, j'aurais bien aimé lui poser la question. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée tout au long du bouquin. En fait, est-ce que c'est lui qui l'a écrit directement et qui s'est fait corriger derrière, ou s'il a d'abord écrit en français et... Je ne sais pas. Bonne question. Effectivement, moi, depuis le temps Alors, qu'il fait de la création de ouais, contenu en anglais, je pense qu'il doit maîtriser un petit peu la langue maintenant, ouais, quand il a même. dû. Je sais pas. J'ai comme dans l'idée qu'il a dû prendre des cours aussi pour corriger la grammaire, tout ça. Peut-être. Alors, ce bouquin, de quoi ça parle? Donc, ça parle de la création de sa boîte. Jusque-là, tout va bien. Donc, il s'est lancé il y a 3 ans et demi. Hein. Alors, tu me corriges hein, si jamais j'ai une bêtise. Il s'est lancé il y a 3 ans et demi. En 3 ans et demi, il est passé de 0 à 10 millions. Mais alors, pourquoi 150 millions le bouquin? Est-ce que tu peux nous l'expliquer d'ailleurs? Je vais faire un petit échange comme ça. Ouais, c'est la différence entre l'ARR, du coup, qui est le revenu récurrent annuel, donc les fameux 10 millions de revenus récurrents annuels, qui est un petit peu différent du chiffre d'affaires, d'ailleurs, c'est pas comme ça que sont calculés souvent sur les SaaS. Je sais pas si c'est quelque chose, un modèle qui est très, très évident pour les gens qui t'écoutent, mais effectivement, du coup, le revenu récurrent annuel, c'est en fait la projection de des revenus qui sont tirés de tes abonnements en fait sur une année complète. Donc c'est différent du chiffre d'affaires parce que quand tu as un abonné qui arrive en juillet par exemple, en chiffre d'affaires ça va te rapporter 6 mois, et du coup tu le calcules en ARR. Et du coup les 150 millions, c'est la valo, c'est la valorisation de l'entreprise, Ouais. et c'est effectivement du coup un petit peu différent du chiffre d'affaires. Enfin Tout de à l'ARR. fait. Et c'est une vraie valorisation puisque, il en parle dans son bouquin. À la fin, ils ont fait, il s'appelle, je sais plus comment, un reach out. Non, comment ça s'appelle? Un cash out, c'est un cash out. En Hein fait, ils ont ouais, un c'est cash ça, out. oui. Ça veut dire. Ouais. C'est qu'ils ont vendu une partie des parts de l'entreprise, pas contre un investissement, donc c'est différent d'une levée de fonds. C'est pas de l'argent qui va dans l'entreprise, Ouais. mais c'est de l'argent qui va aux fondateurs, du coup, enfin en tout cas aux personnes qui cèdent leur part, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est la différence. À la fin du bouquin, il l'explique. C'est la différence avec levée de fonds classique, justement, où l'argent qu'ils reçoivent, ils doivent la mettre, tout réinvestir dans la boîte. Donc, ce qui fait que si ça se pète la gueule, il n'y a rien pour les fondateurs. Et là, ils ont voulu travailler différemment de d'habitude, justement. Ils sentaient des freins, justement, maintenant qu'ils avaient atteint les 10 millions, par rapport au début où ils étaient libres parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Et aujourd'hui, à 10 millions, ils avaient peur de tout perdre, puisque dans son entourage, Guillaume a des gens qui ont fait des belles levées, plus de 100 millions, je crois.
et qui du jour au lendemain, enfin peut-être pas du jour au lendemain, mais qu'on finit par fermer la boîte. Et les gars se sont retrouvés à la rue, quoi. Et ils voulaient Ouais, éviter carrément. ça, justement. Bah, tu vois, c'est une partie que je trouve super intéressante. Effectivement, dans le bouquin, tu l'as dit, ça traite de tout le parcours en fait de la startup, de l'idée à l'exit. Ouais. Et l'exit, tu vois, c'est quelque Mm. chose dont on parle pas jamais, en fait, dont on parle très très peu. Parce que quand on voit les montants pour les levées des startups, on se dit toujours que les fondateurs, du coup, ils sont riches à millions. Mais en fait, la valo, Ouais. c'est virtuel tant que tu n'as pas vendu de part. Et, Mm. et du coup, c'est intéressant en plus la façon dont il l'évoque dans le bouquin, justement, tu vois, c'est ce que tu as dit, cette peur de tout perdre. En fait, où du coup, ils sont Ouais. arrivés à construire une belle entreprise qui doit leur apporter un salaire quand même hein, au quotidien. Mais bon, quand tu es valorisé plusieurs millions, tant que c'est virtuel, tu les as pas dans ta poche. Et du coup, la pression, au final, de la prise de décision est plus importante. Et c'est ce qu'il dit, et je trouve ça super intéressant, c'est que du coup, d'avoir fait cette partie de cash out et d'avoir finalement sécurisé une partie de revenus, quelques millions d'euros, il se dit que maintenant, de toute façon, financièrement, il est tranquille jusqu'à la fin de sa vie, et du coup, il peut de nouveau piloter son entreprise sans avoir cette pression-là. Et c'est quelque chose qui est super intéressant, cette façon d'aborder de Ouais, c'est présenter ça. la chose. Mm. Et reprendre des risques, ouais, aussi. Mais des risques pas de kamikaze, pas dans le sens kamikaze, évidemment. Des Ouais. risques calculés, et où justement, il n'a pas la pression, comme on vient de dire, qui le bloquerait mentalement, en fait. Ouais, c'est ça, tu peux te permettre d'être audacieux parce que de toute façon, effectivement, tu es sécurisé en termes financiers et donc tu Ouais. peux de nouveau prendre des précisions de façon des décisions en tout cas de façon un peu plus sereine pour le pilotage de ton entreprise, quoi. Donc c'est super intéressant. Cette partie sur l'exit, c'est un petit peu moins souvent abordé, je trouve, mais c'est quand même intéressant en tout cas dans le contenu parce que c'est des sujets justement qu'on connaît peut-être un peu moins, quoi. Ouais. Et pareil, au niveau des salaires, tu l'as vite fait aborder, là. Et il en parle également aussi. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu auprès d'Américains milliardaires, et Guillaume dit la même chose, c'est paye-toi. On a tendance, Ouais. dans le monde des startups, justement, à entendre beaucoup tu te payes pas, en fait, tu te payes jamais. Mmh. Et le problème, on en parlait juste à l'instant, c'est si ta boîte se pète la gueule, encore une fois, si tu t'es pas payé, t'as rien. Tu te retrouves à la rue, en fait. Ouais, puis effectivement, c'est ce qu'il dit, effectivement, qu'ils se sont mis d'accord et qu'ils font des révisions de salaire très régulièrement. Et donc, en fait, dès que les revenus de la boîte augmentent, eux, ils s'augmentent aussi, les salaires. Et c'est encore une fois, c'est cette idée de la tranquillité financière, au final. De pas se poser de Ouais, questions par rapport à tes propres revenus pour tout à pouvoir être fait. focus, du coup, sur ta boîte et les décisions qui auront de l'impact, de pouvoir les trancher comme il faut sans justement t'inquiéter de ce que toi, derrière, tu vas pouvoir en tirer aussi, quoi. C'est une façon d'avoir de la tranquillité d'esprit par rapport à ça. Et, donc effectivement, c'est intéressant aussi, quoi. C'est cette approche-là, parce que Et, comme tu le dis, c'est un défaut qu'on voit souvent. Ouais, je me suis pas payé pendant 2 ans et demi sur les premiers moments où j'ai travaillé sur ma boîte et tout. Et du coup, tu te dis qu'effectivement, déjà, il faut avoir les reins solides pour pouvoir le faire. Et ça crée aussi ouais, une croyance peut-être autour de ça. Et je trouve que c'est là pour le coup, on est sur l'intro du bouquin où il va te démystifier un petit peu les ouais, grands c'est mensonges sur ça. l'entrepreneuriat, qui est super intéressante aussi, Ouais, où tu te dis qu'en fait, il mm, faut avoir un cash monstrueux pour pouvoir se lancer et les reins solides, comme on va dire. Ou lever directement pour pouvoir se payer. Mais justement, il prend cette approche qui est un petit peu différente. Non, tu peux te payer rapidement, tu peux gagner de l'argent avec ton entreprise, et justement, ça va t'apporter cette tranquillité qui te permettra de développer ton business aussi et de prendre les décisions importantes. et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas Lemlist, un point important, c'est qu'il a bootstrappé. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de levée de fonds pour démarrer. Ils ont commencé avec 1000 euros, 3 associés, de 333 euros chacun. Puis c'est tout. Ouais, Et c'est ils ont important, commencé comme comme tu dis, de ça. le préciser. C'est Et clair. juste Ouais. pour finir sur la part salaire, il disait bien aussi, à chaque fois qu'ils s'augmentaient, ils voyaient bien une corrélation avec leur ambition, justement. Ils se payent un salaire, ça les débloque mentalement, ça augmente l'ambition, ils font plus d'actions, ce qui leur permet de se payer plus, et ils entraînent en fait un cercle vertueux, et l'entreprise, elle en est où elle en est aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ce qu'il dit, effectivement, l'ambition, elle va aussi en grandissant. Au Ouais, début, tu te dis, ah bah tiens, si je pouvais me payer X par mois, mon entreprise, elle tournerait bien. Et puis en fait, quand tu te rends compte que tu l'as atteint, du coup, tu penses au palier d'après, quoi. Et du coup, tu te pousses comme ça aussi ouais. petit à petit à aller chercher plus loin, à avoir de plus grandes ambitions. Et ouais, c'est ça, l'ambition grandit en allant, quoi. Alors, pour parler du chapitre du bouquin, comme tu disais, c'est tout le parcours en fait du début de l'entreprise, de la création, enfin de l'idée. Et même avant ça, il y a un pré-chapitre qui est solo.
en fait, passer à l'action, en fait. Passer des idées, enfin, justement, avant l'idée de ne plus être employé, sortir de cette mentalité-là, à je vais faire, en fait. C'est déjà une première étape. Ensuite, il y a l'étape de l'idée dont il parle dans le bouquin, et il y a plein de fausses croyances justement autour de l'idée, dont il parle comme faut absolument une idée de génie pour se lancer, par exemple. On pourra rentrer dans le détail si on veut plus tard. Ensuite, construire la boîte. Donc c'est build, grow, scale en anglais. Donc il y a le chapitre construire. Il y a après le chapitre grandir la boîte, la faire grandir. Ensuite, scale, changer d'échelle. Et ensuite l'exit, donc sortir de la boîte en ayant des pépettes, bien évidemment, sinon ça sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est vraiment la boîte de l'enfance à l'âge adulte, en fait. Moi je vois ça comme ça, le parcours. Et c'est un peu le parcours des créateurs aussi, en même temps. Ouais, c'est ça. On pourrait presque aller jusqu'à au décès, du coup, enfin, la fin de l'histoire, avec l'exit où effectivement voilà. tu clôt le chapitre, quoi. mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Et tu le suis un petit peu chronologiquement, en fait, entre les deux boîtes qu'ils ont construit. J'allais dire, c'est l'Empire, en fait, la boîte. C'est pas l'Emlist. Et du coup, dans ce l'Empire, il y a eu un moment l'Empod, qui était un second SaaS, un pod automatisé pour LinkedIn, qu'ils ont revendu aussi. Et c'est à travers ça aussi que tu vois, du coup, l'exit, quoi. Et qui existe toujours, d'ailleurs. Faut le préciser. C'est pas un truc dont ils se sont débarrassés et qui était à l'agonie, non, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Ouais, non, c'est pas quelque chose qu'effectivement qu'ils ont vendu parce que ça marchait pas et donc ils ont voulu se débarrasser. C'est ce qu'il dit, ça a été vendu en pleine croissance et du coup ça a été pas mal valorisé, mais ça leur prenait, ça les empêchait aussi d'être focus à 100% sur l'Emlist et sur ce qu'ils voulaient en faire, et donc à la fin, ils ont acheté la tranquillité d'esprit, encore une fois, et puis un petit peu de clairvoyance, du coup, en se séparant de ce deuxième SaaS, quoi. Alors, j'aimerais revenir sur le mot scaler qu'on entend souvent en français, parce qu'on entend souvent traduit, justement. Quand les gens essayent de le traduire, on entend souvent passer à l'échelle, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose en français. Sauf si tu veux passer une échelle à quelqu'un, mais ça n'a pas de sens du tout. Dans le monde du bâtiment, peut-être. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi on a du mal à le traduire. Il y a un mec qui l'a traduit au début, et tout le monde le reprend, le truc. Ça veut dire juste changer d'échelle. En fait, si tu prends n'importe quel logiciel de dessin ou les Google Sheets ou les trucs comme ça, c'est comme des vecteurs, en fait. Tu changes d'échelle, tu scales, tu changes d'échelle, tu passes de l'échelle 1,1 à 1 centième ou ce que tu veux, mais c'est juste changer d'échelle, en fait. Donc je sais pas pourquoi Je voulais juste te dire ça. Je sais pas pourquoi on est passé sur passer à l'échelle, ce qui veut pas dire grand-chose. Effectivement, passer un cap, enfin en tout cas, scaler, c'est comme tu dis, mais c'est passer à l'échelle, effectivement, c'est une notion, enfin tous les anglicismes qu'on peut utiliser d'ailleurs, qui nuisent des fois un petit peu parfois quand tu les retrouves dans l'écosystème américain, effectivement, quand tu vas lire ou écouter un petit peu ce qui se passe là-bas, et que c'est là que tu te rends compte que des fois tu as des concepts qui sont exportés en France et qui sont un petit peu déformés au moment de la traduction, quoi. Carrément, je suis un gars qui s'appelle qui aide les boîtes à passer de 1 million à 150 millions, c'est son métier. C'est une boîte qu'il a lancée il y a 3 ans et aujourd'hui il a 75 millions. Mais lui, il avait déjà vendu une boîte et il a fait un exit justement à 150 millions. Qu'est-ce que je voulais dire dessus? Je me suis un peu perdu. L'intro était trop longue. Oui, c'était sur scaler. Et lui, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, il différencie le scale et le scaling, par exemple. Et là, tu dis comment alors qu'en français, on a qu'un seul mot, en fait. Donc lui, alors je ne sais plus lequel est lequel, mais lui, il différencie la partie où tu vas mettre les processus en place. Donc Guillaume me parle également aussi, ils en sont très friands dans son entreprise. Et la partie où tu vas pouvoir, après, une fois que tu as tout mis en place, justement, faire entrer plus de gens, et plutôt la partie scale qu'on connaît, nous, en France, qui est, avec les mêmes ressources, en fait, faire exploser les résultats. Mais qui oblige à mettre des process en place. Ouais, Guillaume le décrit bien, effectivement, tu le vois dans sa partie... on va peut-être l'aborder dans l'ordre, quoi. Vas-y, aborde. Truc, mais j'allais dire ça, que c'est intéressant. Tu vois, c'est là que je trouve au niveau de la méthode, tu vois, il y a quand même aussi des choses à retenir qui sont intéressantes. C'est effectivement comment, dès le début, il a tout processé dans cette idée, justement, de pouvoir passer à l'échelle dans un supérieur, on va dire, dans un second temps. C'est qu'effectivement, ils ont bien pris... Enfin, lui, en tout cas, documente tout.
et à tout processer, parce que c'est ce qu'il dit aussi après, un des enjeux quand tu grossis très vite, c'est le recrutement, et c'est Ouais. comme ça aussi que tu peux passer des caps, quoi, pour amplifier, on va dire, ta croissance. Et du coup, toute cette dimension process qui est super intéressante dans le bouquin. Mm. D'ailleurs, il me Ça me semble rappelle, que l'essentiel de la partie scale est consacré au recrutement, justement, et au process, quand même. ouais, c'est ça. Ça me rappelle Théo Lyon de Kudak qui aborde le sujet fréquemment en disant là, ça fait, on a eu 3 mois de growth, de croissance, et maintenant on stoppe pour remettre tous les process en place, justement, tout à plat, quoi. Et Ouais. voilà, ouais, les process, c'est super important. Bah, il a fait un post là-dessus, d'ailleurs, Théo. Je crois que c'est Théo qui a fait un post là-dessus qui était super intéressant il y a quelques semaines, quelques jours, là, courant août, sur effectivement ces 3 étapes-là où tu as la croissance, où tu exploses, mais tu accumules du mess, enfin du bordel, quoi, du coup. Ouais. Et qu'au bout d'un moment, ou alors c'est Benoît Dubourg, mais qu'au bout d'un moment, du coup, tu vas atteindre un palier où justement tu as tellement de bordel que du coup, ça bloque la croissance. Et c'est là que du coup, tu prends un temps, tu stoppes volontairement, ou tu ralentis volontairement ta croissance, le temps justement de remettre à plat les process, d'adapter un petit peu du coup, le fonctionnement de ta boîte à cette nouvelle échelle pour pouvoir du coup derrière réaccélérer sur des bases un peu plus saines, quoi. C'est ça, et tu t'arrêtes volontairement parce que tu sais que sinon tu vas te prendre un mur Ouais. et que ça sera plus volontaire à l'arrêt, du coup. Mm. Exactement. Carrément. Alors moi, Guillaume, c'est il y a 3 ans de ça. Enfin, lui, il a créé sa boîte il y a 3 ans et demi. 3 ans, je lançais une boîte. J'étais dans l'environnement The Family, Coup d'État, Station F, qui était pas très vieille parce que c'est 2017 ça s'est lancé. Donc je traînais dans le coin là-bas et j'étais recruteur de dev et de CTO pour les startups. D'accord. Et beaucoup, tout le monde en parlait. C'était vraiment une émulation là-bas. Tout le monde parlait de l'Emlist. Alors je sais pas, à l'époque il avait peut-être 6 mois d'ancienneté, mais déjà plein de gens en étaient fans. Il y a vraiment une base de fans, je trouve. Dès le départ, il a su créer une communauté. Et du coup, le premier souvenir que j'ai de lui, j'en ai 2 en particulier, c'est que j'ai commencé à le suivre sur Instagram suite à ça, puisque tout le monde le recommandait. Et le premier souvenir que j'ai de lui sur Instagram, c'est lui torse nu, en train de faire un barbecue avec ses équipes pendant un week-end. J'espère qu'on t'apporte de la valeur. Alors, avant de continuer, laisse un commentaire, parce que ce podcast, c'est aussi le tien. Dis-moi ce qui t'a plu, quel sujet tu veux voir approfondir, quel invité tu voudrais voir, quel sujet tu veux voir abordé dans un prochain épisode. Je lis tous les commentaires. Alors, ta voix sera entendue. Et n'oublie pas, ce podcast, c'est aussi le tien. Le premier souvenir que j'ai de lui sur Instagram, c'est lui torse nu, en train de faire un barbecue avec ses équipes pendant un week-end. Belle image. Ouais. Belle image. Et deuxième souvenir que j'ai de lui, c'est lui en vidéo à Station F, avec Station F qui est derrière, et qui explique justement où il raconte toutes ses erreurs, building public, où il raconte comment il a monté la boîte, et qui raconte qu'il a le gros défaut de micromanager les gens, mais qu'il se soigne. Moi, ça m'a marqué, parce que j'aime pas les micromanagement. Mais... Ouais, apparemment, il a quand même trouvé le remède, du coup. Mais c'est vrai que, ouais. tu vois, je reviens sur ce que tu dis, il a créé cette communauté de fans, mais c'est vraiment ça, presque. Et tu vois, c'est là qu'il a été très fort dans le parcours, et je trouve que le livre, au final, c'est l'aboutissement aussi de ce qu'il fait avec l'Emlist et sur LinkedIn et via son blog depuis le début. C'est cette stratégie de building public et de création de contenu, où en fait, il a toujours documenté son parcours en toute transparence. Et après, on aime, on n'aime pas, tu vois, à la limite, peu importe. Mais du coup, tu crées de la confiance, tu crées de l'attachement, et c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne, du coup. Et petit à petit, tu vois, les gens en parlent. Nous, on a acheté le bouquin. Moi, j'ai acheté le bouquin alors que je l'ai reçu sur mon podcast. On a discuté, tu vois. Je suis l'Emlist depuis le début. Donc, en fait, il y a plein de choses qu'on savait déjà parce qu'on l'apprend. Mais du coup, on est toujours curieux aussi, curieux de la suite. C'est presque ça, une base de fans au final qui va contribuer aussi à faire amplifier, en tout cas la croissance de l'entreprise, quoi. Parce qu'on en parle autour de nous. Et c'est vrai que moi, c'est souvent un exemple, l'Emlist, que je prends dans mes posts LinkedIn. Enfin, tu vois, quand je veux démontrer quelque chose, une stratégie, c'est un exemple auquel je reviens souvent, quoi, parce que il a construit quelque chose qui est quand même assez admirable au niveau création de contenu, quoi. Ouais, et au niveau du building public et de la confiance, justement, il en parle. Il dit d'abord,
il fait ça d'abord pour ses clients. Enfin, la partie je montre tout, j'explique tout. Ensuite, il le fait pour ses employés, si je me trompe pas d'ordre. Et après, pour le public général. Et à chaque fois, ça permet de toucher de plus en plus de gens. Et ça crée de la confiance à tous les niveaux. Enfin, je crois que c'est d'abord, en fait, j'ai dû me gourer de sens, mais c'est d'abord les employés. Mais ouais, mais c'est ça et c'est ça qu'on oublie, tu vois, souvent. Alors, t'as beaucoup de boîtes qui parlent de transparence, de customer centric, de trucs comme ça. Puis en fait, quand tu t'interroges les employés, déjà les employés sont au courant de rien. T'as pas les chiffres de l'entreprise, t'as aucune idée de la croissance, t'as pas les objectifs, le chiffre d'affaires il est pas publié. Enfin bref, tu vois, c'est tous ces salaire du trucs-là où tu patron. te dis bon, ouais c'est ça. Et du coup tu te dis bon, la transparence, ok. Mais du coup, c'est vrai que, alors après, ça attire aussi parfois des haters de faire ça, et c'est un autre sens. Mais par contre, quand tu es comme ça, évidemment très transparent, bah, du coup, tu as des employés qui sont vachement impliqués. Tu vas avoir des futurs candidats, tu vas faciliter aussi tes recrutements, tu vois, potentiellement. Dans la création de contenu, on l'oublie, ça, mais tout ce que tu peux créer comme contenu autour de ton entreprise, ça va venir aussi faciliter les process de recrutement. Et je doute pas que les employés de Lemlist, ils sont surchargés de demandes de personnes qui voudraient rejoindre l'entreprise, tu vois. Et après, tu as effectivement toute la création de la confiance auprès de tes clients et auprès de tes prospects dans le but de développer ton entreprise, mais aussi du coup d'améliorer le service, et puis tu vas faire augmenter la rétention. Et tu vois, et c'est ce qu'on disait un petit peu quand il est passé sur mon podcast aussi, c'est qu'au final, tout ce qu'il a créé comme contenu, il en parle dans le bouquin, sur toutes les séquences de mailing que lui-même a testé et où il publiait ses résultats, tout ça, c'est presque une fonctionnalité additionnelle du produit en plus. Tu vois, où les gens, du coup, c'est un guide pour aider ses clients à mieux utiliser sa solution et du coup avoir des résultats dans la prospection. Et donc forcément, quand tu fais ça, déjà, ça fait de l'awareness, donc tu vas pouvoir attirer les gens, mais derrière, c'est un guide aussi pour ses clients, pour qu'ils utilisent sa solution comme il faut, pour qu'ils réussissent et donc qu'ils restent clients. Et du coup, c'est comme ça aussi que du coup, tu vas créer de l'emballement, en fait. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand tu fais du SaaS, c'est que tu fais de l'abonnement. Et ça qui est intéressant, c'est que du coup, tu as un effet de croissance qui est exponentiel, parce que les gens, ils te réachètent tous les mois, en fait. Et du coup, tu vas avoir des revenus comme ça qui sont récurrents, sur lesquels tu vas empiler aussi tous les nouveaux clients, quoi. Mais au final, si tu fais rentrer un client et puis que tu en perds un, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc la réussite de tes clients, le fait de les garder, c'est d'autant plus important, on va dire, que dans un business classique, quoi, pour ta croissance. Et d'ailleurs, niveau croissance, puisque tu en parles, ça sert à rien de faire rentrer des gens si tu en perds plus. Niveau croissance, si je dis pas de bêtises, il est toujours à 2 chiffres depuis le début, il me semble, tous les mois. Ouais, c'est assez dingue la croissance de Lemlist. C'est clair. Tu vois, il ambitionne d'en faire. Et ça s'essouffle pas. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils ambitionnent d'en faire la première licorne bootstrap française. Il n'y a pas de doute qu'ils le feront, quoi. Enfin, pas de doute. Peut-être que l'avenir me donnera tort, tu vois. Mais alors, et rapidement, d'ailleurs. Ce qu'ils ont, c'est fou, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, maintenant, dans la zone dans laquelle ils sont, ça peut être exponentiel. Hein. La valo, ça peut aller très très vite maintenant. C'est ce qu'il décrit d'ailleurs aussi dans le bouquin, quoi. Une fois que tu as passé les 10 millions d'ARR, ça peut exploser très vite, quoi. Oui, c'est ça, le facteur multiplicateur. Selon où tu en es au niveau du chiffre d'affaires, c'est pas le même. En dessous de 100 000, c'était combien? Entre x2, x4, entre 100 000 et 1 million, c'est x7, entre x4 et x7, entre ton ARR et ta valorisation que tu peux avoir. Et au-dessus, ça peut monter au-dessus de 10 millions. Après, tu peux monter à x20, il disait. Ouais, c'est ça. Alors, si on regarde le premier chapitre qui est sur les idées, en fait, il commence le bouquin en parlant d'idées préconçues qu'on a. Je vais les citer. Je les ai listées, il y en a 5. Si tu veux, on peut aborder une en particulier s'il y en a une qui te parle plus que d'autres. Donc dedans, il y avait... alors, c'est traduit de l'anglais. Hein. Du coup, j'ai mis mes mots à moi. Je ne sais pas si ça va te parler, du coup. Le premier, c'est une idée de génie, sinon rien. All in, ça c'est le deuxième. Ensuite, business plan ambitieux sur 5 ans. Quatrième, besoin d'argent pour commencer. Et cinquième, besoin de lever de l'argent pour aller à l'international. Donc ça, c'est les 5 idées préconçues qu'on a avant de se lancer et qui, sont, selon lui et selon moi, sont fausses. Ouais. Est-ce que tu veux en une en particulier? Ouais, moi j'aime bien le premier point. C'est vraiment le premier point. Sinon rien.
Ouais, ça, c'est ce qu'il dit en fait. Le mensonge, moi je l'avais traduit, c'est les grandes idées font les grands business. Mais, Ouais. mais tu vois, j'aime cette idée-là parce que le fait qu'il le pointe comme un premier mensonge, parce que pour moi, tu as deux notions derrière qui sont intéressantes et qui sont développées dans le bouquin. La première, c'est que du coup, bah, quand tu veux lancer un business, en fait, faut pas chercher une idée dans ton coin. Déjà, faut chercher un problème à Ouais. résoudre, tu vois. C'est Et ça. c'est là que déjà t'as le premier truc. Tu vois, tu peux passer des années à chercher une grande idée, mais en fait, si tu vas pas discuter avec les gens pour creuser un problème, bah voilà, tu peux attendre que ça tombe. Et puis après, la deuxième idée, c'est qu'au final, c'est l'exécution qui fait la différence. Tu vois, c'est aussi Ouais. le passage à l'action et comment tu vas déployer. Et on a tous des exemples de ça. C'est pas toujours les contenus les plus intéressants qui marchent le mieux. C'est pas les boîtes qui ont toujours le meilleur produit qui marchent le mieux. Mais c'est aussi comment derrière tu vas être capable d'exécuter et de mettre en place et puis bah, de passer à l'action. C'est ce qu'il dit un petit peu plus loin aussi, c'est que si tu veux faire mieux que 99% des gens, bah, faut être capable de faire aussi le pourcentage de choses que ces gens-là feront jamais, quoi. Oui, c'est ça. Faire Mm. ce que les autres veulent pas faire. Ouais. Mm. Et Du coup, il donne il donne des exemples. Il donne un exemple de justement, c'est pas le meilleur produit qui gagne. Il parle d'exécution avec une boîte qui est célèbre aux États-Unis. Enfin, célèbre parce que c'est tellement farfelu. C'était un gars vendu des cailloux avec un visage dessiné dessus. Je crois que l'idée, c'était le mec qui vendait un animal de compagnie dont tu n'avais pas besoin de t'occuper. C'était l'animal de compagnie idéal. Et donc, il te vendait une boîte avec un peu de paille à l'intérieur et une pierre dedans. Et le mec, il a fait 6 millions avec ça, quoi. ouais. Et, C'est et je effectivement crois que l'idée n'est pas géniale. et tu recevais un petit guide aussi. Là, il y a du packaging, hein, il a bien travaillé son truc. Tu recevais un petit guide qui expliquait comment l'entretenir, cet animal. Donc ouais, carrément, c'est pas le meilleur produit qui gagne. C'est le plus connu, comme on dit. Enfin, les Américains disent beaucoup ça. C'est pas le meilleur produit qui gagne, c'est le plus connu. Et on le vérifie tout le temps. En fait, si tu regardes, par exemple, on fait, ça se vérifie partout. Si tu regardes la politique, si tu veux être président de la République en France, si tu veux avoir une chance de gagner, faut claquer 22 millions. Si tu claques 4 millions, tu finis à 2-3% dans les votes. C'est toujours celui qui va passer le plus à la télé. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'ils se battent pour avoir les mêmes temps de parole, les gars, parce que sinon, t'as aucune chance, en fait. Ouais, bah, j'allais dire, moi j'allais faire un parallèle avec le sport. Tu le vois aussi beaucoup dans les sports co, ou même dans les sports individuels. C'est pas toujours aussi celui qui a le plus grand talent, ou en tout cas la meilleure équipe sur le papier qui gagne aussi. C'est que derrière, tu as le plan de bataille, et puis qu'est-ce que tu es capable de faire en fait, une fois que tu es sur le terrain, et comment tu appliques un petit peu tout ce que tu as appris, ce que tu es capable de faire, quoi. Et au final, enfin, tu vois, j'avais parlé de foot, mais t'en as des exemples à l'appel de joueurs qui ont un talent fabuleux et qui ont jamais eu des grandes carrières parce que derrière ils n'ont pas été capables d'appliquer, et tu peux retrouver ça sur tous les produits, quoi, avec des joueurs qui étaient finalement un petit peu moyens, mais qui ont été capables de dérouler un plan de carrière comme il faut et puis de jouer comme il faut, de mettre les choses en place aussi pas comme il faut, de faire ce qu'il fallait pour réussir, quoi. Ouais, et puis c'est ceux qui auront la meilleure communication, on va dire, qui vont pouvoir se faire racheter par d'autres clubs. Si t'es le Mm. meilleur, mais enfin entre deux, c'est celui qui va se faire rapporter le plus d'argent au club, qui va se monnayer le plus cher aussi. C'est pas lié. Ouais, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé, moi, c'est Euh, le mensonge qui m'a le plus marqué ouais, à déconstruire, quoi. et, et celui-là, c'est un classique, j'ai envie de dire. Effectivement, quand on est jeune, qu'on connaît rien au business, c'est ce qu'on entend toujours. Soit t'as le gars qui dit faut avoir une idée de génie. Enfin, j'ai pas d'idée d'ailleurs, me lancer. Comment je pourrais me lancer en fait? Donc tu penses qu'il faut une idée pour te lancer. Et Ouais. effectivement, t'as l'autre cas où j'ai beaucoup vu quand je travaillais chez The Family. Du coup, il y a plein de gens qui venaient pour monter des boîtes. Et t'as ceux qui arrivaient avec une idée de génie, disait-il. Mais tellement elle était de génie, ils voulaient pas en parler. Ouais. Et du coup, bon, les mecs après ils disent je trouve pas de cofondateur. Enfin voilà, Ouais, mais c'est normal quoi. c'est clair. Ah, bah, Ça, d'ailleurs, il ça se l'aborde défoile. aussi, je crois, justement, dans son bouquin, quoi. Oui, oui, tout à Si fait. t'es pas prêt à parler de ton idée, enfin, voilà, C'est ton mal business, barré, il est ouais. perdu d'avance, C'est quoi. mal Bah, barré. ouais. Et justement, ça rejoint la partie exécution. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment l'exécution. Si tu as la meilleure idée du monde, mais que tu n'arrives pas à la mettre en place derrière, et tu n'arrives pas à la vendre, ça sert à rien. Mm.
Après, si t'en parles à tout le monde et que tu l'exécutes pas, bon, bah tant pis pour toi. Quelqu'un d'autre exécutera à ta place, quoi. Voilà, c'est ça. Mais C'est oui, pas mais perdu pour tout le effectivement. monde. C'est clair. C'est clair. Non, mais t'en as plein, tu vois, des histoires comme ça, où, ah ouais, j'avais pensé à faire un truc comme ça aussi, moi. Tu vois, ah bah ce produit-là, bah oui, bah une fois je m'étais dit que ce serait une bonne idée d'avoir un truc comme ça, j'aurais pu le faire, tu vois. Mais ouais, sauf qu'au final, bah t'as quelqu'un qui l'a fait, puis t'as quelqu'un qui a des idées. Voilà. Et puis t'as qu'à le faire Ce toi, qui fait enfin la voilà. Puis... non, et puis c'est ça, ce qui fait la différence entre les deux, c'est qu'au bout d'un moment, t'en as un qui est passé à l'action, quoi, qui est passé de l'idée à Ouais, c'est ça. l'exécution, et c'est ça qui fait la différence, quoi. Et justement, il en parle aussi au début. C'est qu'à trop réfléchir, tu commences à imaginer des plans dans ta tête. Alors, s'il y a tel truc qui arrive, va falloir que je le résolve de telle façon. Et du coup, en fait, moins tu vas passer à l'action, plus ton cerveau, il va trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Ça me rappelle d'ailleurs, il en parle carrément, je crois que c'est dans un autre chapitre, avec la boîte. Tu te souviens de la boîte? L'expérience de la boîte qui fait. Non, ça te parle pas. Ça va te parler, Non, tu ça me vois. parle plus là. Vas-y. Ouais, c'est juste deux petites lignes, mais c'est puissant en fait dans le bouquin. Il dit fermez les yeux. Donc je vous invite tout le Ah monde oui. à fermer les yeux. Imaginez une boîte en carton, donc c'est les yeux fermés. Imaginez que vous l'ouvrez mais pensez à ce que vous voyez dedans. Et ton cerveau, bah, il va voir quelque chose en fait. Il peut pas juste voir rien, du vide. Même si tu vois le fond de la boîte, tu vas quand même voir quelque chose en fait. Il y a toujours quelque chose dans cette boîte. Et si tu renouvelles l'expérience, tu vas voir autre chose dedans. Et donc c'est la même chose en fait. Si tu ne te lances pas, tu vas trouver des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Et ça va te faire peur, parce que tu vas toujours en trouver plus, puisque le cerveau n'aime pas le vide. Il va trouver plein de problèmes en permanence. Et plus tu auras ces problèmes-là, plus tu vas attendre, moins tu vas vouloir passer à l'action. Parce que ça va te sembler en fait de plus en plus gros ce qui t'attend à l'extérieur. Et toi, tu vas te dire, j'ai pas toutes les solutions. Et du coup, je me lance pas. Du coup, tu vas te renseigner, tu vas faire de la théorie, tu vas lire plein de bouquins, et plus tu vas lire de bouquins, plus tu vas voir qu'il y a des problèmes qui peuvent apparaître, et moins tu vas te lancer, donc plus tu vas vouloir te préparer. Et c'est un cercle sans fin, en fait. Ouais, bah ça c'est, tu vois, je sais pas s'il je me rappelle plus s'il le développe dans le bouquin, mais effectivement cette idée-là, au final tu t'imagines un objectif qui est super loin, qui te paraît inatteignable, et comme tu dis, tu te construis des problèmes autour, et du coup tu te crées une montagne en fait. Et tu vois, c'est Justin Welch, qui est un créateur Ouais. de contenu LinkedIn, Sur qui LinkedIn, est assez connu aussi, ouais, puis qui était un CMO avant, qui a de plusieurs licornes, qui a bossé pour plusieurs licornes, je crois, aux États-Unis. Où justement, tu vois, il a déconstruit comment tu pouvais faire plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars de revenus annuels, et où justement, bah, tu te dis, bah, en fait, si tu veux faire ce revenu-là à l'année, en fait, ça veut dire qu'il te faut tant de revenus par mois, ça veut dire qu'il te faut tant de revenus par semaine, ça veut dire qu'il te faut tant de revenus par jour. Puis en fait, par jour, c'était 400 euros. Et puis ça voulait dire qu'en fait, il te fallait ouais. 3 personnes, enfin, ou 4 personnes qui achetaient ta formation à 100 euros. Tu te dis, bon, bah, 4 personnes par jour. Ok, bah, tu vois, ça paraît moins du coup. Tu vas déconstruire aussi les objectifs comme ça en petites étapes bah, pour démystifier un petit peu le truc aussi, quoi. Donc, je Je trouvais sors très ma intéressant. calculette. Ah oui, ça, je peux pas lancer. Bon, laisse tomber. Non, je me demandais, ça faisait 10 millions, 10 millions par mois. C'est pas ce que fait l'Emlist, du coup. Je le saurais pas. J'avais déjà calculé, parce que le podcast, le sujet du podcast, c'est hypercroissance, c'est 0 à 10 millions en un an. Et si tu veux faire 10 millions par jour, mais donc c'est pas le même modèle que lui en chiffre d'affaires, c'est 50 000 balles, enfin 40 000 par jour que tu dois faire. Donc là, pour le coup, ça fait costaud. Oui, par Et jour, lui, ça c'est fait un costaud. modèle différent. Ouais, c'est costaud. Et lui, c'est un modèle différent puisque c'est par mois. Et le principe d'un SaaS, c'est que les gens peuvent venir aussi acheter le week-end. Donc c'est 7 jours sur 7, même s'il y a moins de monde le dimanche, certainement, qui s'inscrivent. Ouais. Mais ouais, bon, ça fait quand même un peu plus de 800 000 euros par mois. Hein. C'est pas rien non plus. Mais pour atteindre Non, les 10 oui. millions. Alors, ouais, moi, peut-être le business plan aussi sur 5 ans. On croit ça aussi au début. Sur les mensonges qu'on nous raconte, enfin, que la société nous raconte, mais involontairement, évidemment, qu'il faut arriver avec un business plan pour pouvoir commencer une boîte. Le problème des startups, c'est qu'en fait, un business plan, c'est possible quand tu connais déjà ton business model, quand tu sais derrière c'est où trouver les gens, enfin, quand tu vas répliquer quelque chose qui existe déjà, ça, c'est parfait pour faire un business plan, c'est facile à faire. Mais si tu vas créer un modèle qui n'existe pas, tout ce que tu fais, c'est du vent, en fait.
C'est la phrase célèbre de Mike Tyson qui dit tout le monde a un plan jusqu'à ce que je lui mette un pain dans la figure. Ouais, ça, je sais, si tu prends un point dans la gueule, ouais. Elle est pas mal celle-là, grand philosophe. Ouais. Ou qui lui arrache l'oreille, d'ailleurs, ça marche aussi. Et c'est vrai que t'as raison. Ouais. Pardon, vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, oui, non, mais t'as raison. Hein. C'est effectivement, enfin, tu le décris pour les startups, c'est le business plan, c'est bien quand t'as un modèle qui est un petit peu prédictible. Et ça n'empêche pas. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas avoir de plan, tu vois, qu'il faut pas avoir de stratégie et tout. Mais c'est encore une fois, tu reviens à la notion un petit peu du début, c'est qu'à un moment, il faut te lancer, quoi. Il faut passer à l'action parce qu'à la fin, remplir un fichier Excel, tu vois, tu peux, enfin, tout le monde peut le faire, quoi. Puis tu peux passer 15 ans à peaufiner ton fichier Excel, ça le rendra pas plus vrai. Ça peut te faire plaisir. C'est ça. Et ça te rapprochera pas de ton but, quoi. Et comme on dit, dès que tu vas commencer, en fait, ça va partir de travers, en fait. Ouais, bah, puis donc tu auras juste perdu du temps. Startups, t'en as combien qui pivotent, qui changent de modèle économique, qui changent de tarification, mais même qui changent complètement à la fin l'objectif de leur logiciel, parce qu'en fait, tu te rends compte que voilà, le besoin que tu pensais couvrir, bah, c'est pas tout à fait celui-là. Et du coup, bah, comme tu dis, ça va modifier complètement ton business plan, quoi. Ça veut pas dire, encore une fois, que tu peux pas essayer de structurer un petit peu tout ça et de te projeter, avoir une vision à long terme, tu vois. Je pense que c'est important, encore une fois, quand t'es dans ce mode un petit peu building public, création de contenu et tout, et pour embarquer les gens dans ce type d'aventure-là aussi, de recrutement, c'est important d'être capable de te projeter sur une vision, de dire ce que tu veux faire, d'expliquer ce que tu veux faire. Et il en parle quand il parle de comment trouver ses premiers utilisateurs avec ces différents modèles de bêta que tu peux construire pour ton produit, où justement c'est être capable en tant que fondateur de vendre ce que tu veux, de vendre ta vision plutôt que l'existant, parce que quand tu as fait un MVP, donc une version minimale de ton produit pour être capable de démontrer la valeur, bah, tu es aussi obligé d'être capable de vendre un petit peu l'avenir de ce que ça peut devenir plutôt que de te contenter. Un MVP, c'est le minimum viable product, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu as la valeur minimale, quoi. Donc forcément, tu vas pas en rester là. Et donc, pour embarquer tes premiers utilisateurs, c'est important d'être capable aussi de vendre ce que tu veux en faire, quoi. Donc, il y a la vision et il y a le business plan. Exactement. Et la vision est décorrélée de l'ambition, parce qu'il en parle souvent. On pense souvent qu'il faut avoir de l'ambition. D'ailleurs, dans le bouquin, c'est business plan ambitieux sur 5 ans. C'est pas juste un business plan sur 5 ans. Et lui, il disait, quand il s'est lancé, il n'avait pas d'ambition. Enfin, son ambition, c'était juste de se dégager un salaire, en fait, quand il a commencé à créer des boîtes. Par contre, comme tu dis, ce qui était important, c'est qu'il vende la vision du produit à ses clients. Donc là, c'est quelque chose de différent. Même s'il n'avait pas l'idée de devenir la première licorne française bootstrappée à l'époque. Peut-être pas, ouais. Mais oui, d'après ce que j'ai compris, non. Mais ouais, c'est ce qu'il dit. Il dit l'appétit vient en mangeant, quoi, en fait. Hein. Exactement. D'ambition, quoi. Exactement. C'est ce que je m'étais noté aussi. L'appétit vient en mangeant. Voilà, bah, elle n'est pas de moi. Hein. Et allez, je continue sur le sujet. Il y avait aussi besoin d'argent pour commencer. Ça, c'est ce que le système nous dit. Et effectivement, c'est les médias qui transmettent ça beaucoup. Il avait décrit les 4 étapes. La recette du succès selon les médias. Il y a monte ta boîte, lève des millions, trouve des clients et prends ta retraite à 35 ans. Voilà. Donc là, si tu écoutes les médias, c'est super simple. Ouais. C'est un chapitre où il parlait de la love money. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand tu commences ta boîte, avant d'aller chercher, avant de lever des fonds, tu vas d'abord demander de l'argent à tes proches. C'est pour ça que ça s'appelle la love money. Et dans les croyances, il disait qu'il était choqué un peu. Il avait vu traîner des posts de gens qui disaient normalement sur LinkedIn j'ai pris 500 000 euros en love money pour commencer ma boîte. Et c'est pas le monde réel, ça. Déjà, si tu arrives à lever 5000 balles en love money, pour la plupart des gens, c'est beaucoup. Et donc là, on est sur des trucs complètement lunaires. Et ça fait croire, ça participe justement à la croyance qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir se lancer. Oui, puis ça reproduit aussi une caste, mais que tu trouves aussi beaucoup dans le microcosme des levées. Au final aussi, où, c'est toujours pareil, il faut avoir les entrées, en fait, il faut avoir les bonnes relations pour pouvoir lever. Et donc là, tu reproduis ça aussi en te disant que, bon, bah, ok, si ta famille n'est pas capable de te filer 500 000 balles pour démarrer ta boîte, lance pas ta boîte, quoi. Donc effectivement, c'est une croyance à déconstruire aussi, quoi. Et rappelons-le, il a commencé avec 1000 euros. Hein. Voilà, juste.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est ce qu'il dit aussi, et il l'a répété maintes fois. À ce moment-là, au moment où il se lance, il a foiré la première boîte qu'il voulait lancer avec son père. Il est au RSA. Je crois que c'est sa boîte, c'est sa copine qui paye le loyer à l'époque. Et puis Ouais, c'est ça. il se lance en mettant 300 balles avec ses deux autres fondateurs, quoi. Donc là, pour le coup, on est clairement sur un exemple, alors qui est certainement pas, enfin, tu vois, c'est peut-être un pour 1%, ou un pour 100 000, je sais pas, tu vois. Donc, mais en tout cas, c'est possible, quoi. Et d'ailleurs, l'exemple de la boîte qu'il a montée avec son père qui a coulé assez vite, enfin, une fois lancé, justement, c'est un exemple parfait de ce qu'on raconte jusque-là. C'est qu'il a mis le temps à se lancer, il s'est surpréparé. Donc c'était une boîte de fabrication de t-shirts qu'il avait montée avec son père. Et je crois qu'il s'est préparé pendant 3-6 mois, il me semble. Et du coup, le jour où ils se sont lancés, parce qu'il retardait toujours le moment parce qu'il cherchait le moment parfait, il voulait attendre que tout soit parfait. Et le jour où il s'est lancé, ben, ils ont vendu 6 t-shirts. Mm. Ouais, mais tu vois, c'est Et ça, c'est c'était exactement. à la famille. C'est ça. Et tu vois, moi, il y a un autre bouquin que j'ai lu, enfin deux autres bouquins que j'aime bien, qui s'appellent Zero to One et Lean Startup, qui sont des classiques, hein, mais où il te parle aussi effectivement de ça, et Guillaume le dit aussi, c'est qu'en fait, faut pas perdre de temps. C'est pour ça qu'il faut pas cacher ton idée aussi. Il faut pas perdre de temps à la tester, en fait. Dans l'absolu, si tu veux tester une idée d'un SaaS, tu vois, moi, je disais ça à un cours sur les landing page dans une école de commerce il y a pas très longtemps. Au final, tu as besoin que du landing page. Tu vois, du landing page, et puis tu peux même mettre 100 balles en pub, et puis tu verras si ça prend, quoi. Et tu as besoin d'une landing page où tu vas présenter ton offre, présenter ta proposition de valeur. Tu mets un formulaire pour se préinscrire à la bêta, et tu diffuses ça, et puis tu vois si ça prend, quoi. Et tu verras déjà si tu as un petit peu de traction autour de ton idée. Dans l'absolu, tu n'as même pas besoin de produit. Mais il Non, faut c'est se ça, lancer, tu le feras et ça après. t'aura rien coûté du tout, quoi. C'est ça. Et tu vois si tu as de l'attraction, tu as une liste de personnes qui te contactent. Et il en parle d'ailleurs avec la création d'une bêta privée. Et il dit c'est ce que j'aurais dû faire pour les listes à l'époque, en fait. Où justement, quand tu es sur un marché comme ça, un petit peu compétitif, où du coup tu vas créer une liste d'attente, en fait, de bêta-testeurs, comme ça te permet déjà de tester ton accroche, on va dire, tester ta proposition de valeur pour voir si ça prend. Et puis après, tu peux aussi sélectionner parmi les gens qui sont inscrits, ceux qui seront tes bêta-testeurs idéaux, donc tes clients idéaux, on va dire. Et ça, c'est important aussi, c'est ce qu'il dit, c'est que du coup, tu screens un petit peu, parce que l'idée, c'est vraiment que les premiers utilisateurs de ton produit, ils puissent en tirer la valeur maximale. Et donc, il faut que tu sélectionnes les gens qui correspondent le mieux, dont le besoin correspond le mieux à ce que tu es capable d'offrir. Et ne pas hésiter aussi à dire non à ceux qui sont des misfits, en fait, et qui correspondent pas très bien. Ouais. C'est une façon Et d'être qui vont cracher sur transparent. le produit. Ouais, c'est ça. C'est une façon d'être transparent, déjà. Et puis aussi d'éviter, du coup, les mauvais retours, quoi. Et donc ça, c'était super intéressant, quoi. Aussi, cette approche sur les différents types de bêta et comment les lancer, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, sur les mauvais retours, moi j'ai vécu cette expérience-là. J'ai essayé de lancer il y a quelques années une carrière d'écrivain. Et j'étais dans un genre science-fiction fantasy. Et du coup, je prospectais les blogueurs. Je prospectais les blogueurs pour qu'ils parlent de mon bouquin. Et des fois, et c'était des nouvelles que j'écrivais. Donc c'était pour me lancer, donc pour écrire plus vite, pour apprendre plus vite, plutôt que d'écrire des romans. C'est toujours le même problème, en fait, ça rejoint la création de boîte, en fait. T'attends pas d'avoir passé 3 ans à écrire un bouquin entier pour voir que ça va pas marcher derrière. L'idée, c'est de pouvoir produire plus vite et apprendre plus vite. Et du coup, je faisais lire mon bouquin pour avoir des retours dessus à des gens qui laissaient des commentaires. Mais des fois, il y avait un misfit, justement, ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est que je donnais un bouquin à des gens qui détestaient les nouvelles. Et forcément, qu'est-ce qui se passait? Ils n'aimaient pas le bouquin. Ils n'aimaient pas le bouquin. Étonnamment. Ouais, c'est Et, surprenant. Et du coup, c'est ça, ouais. et du coup, ça fait de la mauvaise pub, et du coup, c'est... Alors, après, il en parle pas, mais on entend souvent parler aussi. C'est sujet à controverse, mais toute pub est bonne à prendre aussi. Parce que, et moi je suis assez d'accord avec ça dans le sens où, quand quelqu'un va dire j'aime pas ça, par exemple, pour revenir sur mon cas, j'aime pas les nouvelles, il y a des gens qui aiment bien les nouvelles qui vont entendre ça. Et du coup, eux, ils vont aller voir en fait. Moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses, en fait, sur cet aspect-là. Tu as effectivement
des fois, la mauvaise pub, ça fait de la pub, comme tu dis aussi, et c'est dans la com, on va dire, en fait, donc c'est le fait que les gens Ouais. parlent de toi, Ça peut mais être maîtrisé, ouais. c'est aussi pour toi, dans la construction de ton offre et dans la construction de ton produit, ne pas être pollué par des retours qui sont pas pertinents. Tu vois, je dis, si Oui, toi, tu veux, là, par exemple, dans la question des nouvelles, si tu cherchais à perfectionner ton style pour faire des meilleures nouvelles, les retours de gens qui n'aiment pas les nouvelles et qui voulaient des romans, bah, c'est pas pertinent, tu vois. Et si tu te concentres c'est sur ces ça. retours-là, au final, tu vas faire plus de mal à ton offre et à l'évolution que tu voulais donner qu'autre chose, parce qu'en fait, bah, Oui, c'est juste pas la cible aussi, tu vois. Et donc c'est ça oui, aussi, je pense qui dit qu'il faut très s'épargner important, hein. aussi, c'est d'avoir les retours des utilisateurs que tu cibles vraiment et qui tireront, bah, qui sont des bonnes cibles pour ton produit, parce que si tu prends tout le monde, bah, ça va pas faire pareil, quoi. Mais Enfin, tous ça les me retours sont rappelait, pas pertinents. ça me rappelait justement, enfin, ça me rappelle une histoire qui est dans le monde des startups, justement, en France. Euh, tu as plusieurs boîtes qui aident à la prospection, je ne citerai pas leur nom. Tu as une boîte qui t'aide. Alors, pour donner un peu plus de contexte, quand même, ça permet d'envoyer sur LinkedIn des messages, par exemple, ou automatiser certaines choses. Donc, ça va vous Mhm. indiquer un peu qu'est-ce que c'est, mais je dirais pas non, parce que t'es pas sûr du coup de qui je parle, mais Mhm. tant que je dis pas le nom. T'as deux boîtes qui sont concurrentes, a priori, sur le papier. T'en as une qui utilise le produit, c'est un autre sujet dont il parlait aussi. Il utilise le produit à fond, et le produit, ils ont construit le produit pour eux. C'est un autre sujet aussi dont parle Guillaume. Construit d'abord vend un produit qui répond à tes besoins, et comme ça, t'as pas besoin de chercher d'idées. L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi. Vend un produit qui répond à tes besoins, et comme ça, t'as pas besoin de chercher d'idées. Et donc la boîte en question, ils ont construit le produit pour eux, ils en ont une utilisation extrêmement poussée, et le produit qu'ils ont fait avec pour le vendre aux autres entreprises, c'est ils ont baissé d'un cran en fait le niveau. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent toutes les fonctionnalités, et même plus. À côté, tu as une boîte concurrente qui a fait en fait. Elle utilise très peu de fonctionnalités de son produit, donc elle l'a créé aussi parce qu'elle avait un besoin. Pareil, c'est parti de la même histoire. Mais ils n'ont jamais poussé très loin la construction du produit. Et derrière, par contre, ils se retrouvent à rajouter des fonctionnalités qu'eux n'utilisent pas. Et le problème, c'est que ces fonctionnalités viennent d'utilisateurs qui ne sont pas forcément. C'est ceux qui vont parler le plus, en fait, le plus fort, Mhm. qui vont pousser les fonctionnalités dans l'application. Et du coup, tu te retrouves avec une appli complètement buggée, avec des fonctionnalités qui sortent, qui sont complètement inutiles. Et voilà, et je trouvais ça marquant en fait la différence entre les deux. Donc ça rejoint effectivement ne pas écouter tout le monde, et ça rejoint un autre point qui disait fais le produit que toi t'aimerais utiliser, et également aussi. Ouais, ça c'est une approche, tu vois, qui est originale aussi, je trouve, dans ce que dit Guillaume par rapport à ce qu'on peut entendre en général. C'est qu'on dit, bah, va creuser un peu, va creuser les problèmes, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, va creuser les problèmes et puis tu trouveras une solution à construire. Guillaume, lui, s'est concentré sur un problème qu'il avait et il dit, en fait, bah, résous un problème que toi tu as déjà, puis t'as ton idée, quoi. Oui, Enfin, voilà, c'est ça, ça. il faut être capable aussi peut-être de valider ça sur le fait que bah, t'es pas le seul à avoir ce problème-là, quand même. Même si bon, il s'est lancé directement à l'international, et donc c'est vrai que quand tu cibles un grand nombre de personnes, tu peux te douter qu'il y a d'autres personnes qui vont rencontrer le même problème. Mais ça, c'est une approche qui est originale. Et par rapport à ce que tu disais, tu vois, je pense que c'est là que c'est aussi important d'avoir une vision à long terme Oui. de ton positionnement et puis de ce que tu as envie de faire. Quand tu as tous ces retours-là en termes de produits, de fonctionnalités, des inputs Mm. de personnes, parce que au début, tu sélectionnes tes premiers bêta-testeurs, donc tu vas être sur des perfect match, tu vois, qui vont Oui. vraiment être dans ton cœur de métier. Petit à petit, tu vas aussi, c'est normal, si ta boîte elle grossit et que ton nombre d'utilisateurs grossit, tu vas avoir des gens qui seront un peu moins fans de ton produit, mais qui seront quand même globalement satisfaits, mais parce qu'ils sont un peu plus border par rapport à leurs besoins. Ouais, c'est Et ça. donc, si eux, ils vont peut-être te pousser des fonctionnalités parce que un petit peu différentes de ce que toi enfin, en tout cas de ce que ton cœur de cible pourrait proposer. Et si tu te laisses polluer par toutes les remontées d'informations, aussi des gens qui sont un petit peu border, bah, tu peux te retrouver aussi à faire dévier ton produit
vers des choses que, comme tu dis, qui sont pas cohérentes. En fait, tu te retrouves avec une offre qui est buggée, et puis à la fin, ta proposition de valeur est plus claire, puis on sait plus ce que tu veux offrir au marché, et puis ça a diversifié ton offre pour rien, quoi. Au final, tu noies un petit peu ton message et ta proposition de valeur aussi, quoi. Carrément, ouais. Qu'est-ce qu'il abordait aussi quand au début de la boîte, donc effectivement, là on vient de parler de l'idée, l'idéal c'est de répondre à un de ses besoins comme ça. Et le gros intérêt de faire ça aussi, c'est vu que ça sert à quelque chose, parce que ça te sert à toi en premier, même si tu vends pas, déjà tu vas garder toujours de la motivation en fait, parce que ça sert à quelque chose derrière. Alors que si tu lances un produit, tu ne l'as pas validé, tu trouves pas tes clients, tu vas douter en permanence. Enfin, est-ce que ça sert à quelque chose? Au pire, là, si tu le fais pour toi, tu as quelque chose à la fin. Même si tu l'as pas vendu, c'est pas grave, ça te sert au moins à toi. Ouais, c'est clair. Faudra pas avoir mis des millions en développement, quoi. Mais faudra pas avoir mis 150 000 euros en développement pour développer un produit qui ne servira qu'à toi. Mais mais c'est vrai que du coup, et puis c'est là aussi que tu vois derrière, ça a vachement alimenté sa stratégie. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Du coup, il s'en est servi. Il a documenté tout ce qu'il faisait pour s'en servir. Tu vois, en termes de template, en termes de messaging, enfin, de construction des emails et tout, toutes ces expériences. Et donc, ça a alimenté sa stratégie de contenu au final. Et du coup, derrière, c'est toute la machine qui s'emballe, et c'est ce qu'on disait, quoi. Ça sert aussi de base de connaissances, du coup, pour ses futurs utilisateurs. Donc, le fait d'avoir quelque chose qui te sert à toi, ça te permet aussi derrière d'enclencher cette machine-là, quoi. Bon, c'est un point de vue en tout cas intéressant. Tout le monde ne fait pas comme ça. Mais en tout cas, ça peut marcher apparemment. Alors je vois que l'heure avance. Et du coup, je voulais quand même dire dans le bouquin une partie que j'avais trouvée très intéressante. Donc, en plus de voir toute l'histoire de Guillaume et de sa boîte, de voir qu'il est parti de rien, on va dire, qu'il a une famille. Donc c'est l'histoire qu'on entend toujours, qu'on aime bien entendre. C'est l'histoire qu'on aime bien. Le gars qui part de rien et qui réussit. Parce qu'on a fortement tendance à s'identifier. Ce que j'ai bien aimé aussi dans le bouquin, en dehors de cette histoire et de cette identification avec lui, c'est tout. En fait, il donne plein de petites fiches en fait, de points à suivre. Il donne aussi carrément quel email. Il te donne les emails que tu pourrais envoyer. Par exemple, si tu veux lancer un podcast. J'ai bien aimé ce côté très pratique en fait dans le bouquin. Ouais, c'est vrai que c'est mais en fait, moi je le trouve super. C'est ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'effectivement, de l'idée à l'exit, c'est très concret. Tu vois, et tu peux en ressortir avec des choses à appliquer. En fait, si tu veux, tu as une méthode derrière, parce que il t'a vraiment décrit tout ce qu'il fait. Et encore une fois, c'est pour ça que je considère que c'est un petit peu l'aboutissement de sa stratégie de contenu dans le building public aussi qui font dans ce qu'il dit souvent, c'est qu'en fait, il faut avoir vraiment envie d'aider, tu vois. Et après, en tout cas ton lecteur et ton audience, ouais. Et ça, je trouve que tu le vois vachement dans leur création de contenu. Tout est super pratique, tout est super activable. T'as des méthodos, vu qu'ils sont transparents sur la stratégie, sur comment ils mettent en place et sur ce qu'ils ont vraiment rédigé, sur ce qu'ils ont vraiment fait, du coup, toi, derrière, tu ressors avec le fameux un contenu super quali, tu vois, quand tout le monde dit sur LinkedIn de façon un petit peu bullshit, faut apporter de la valeur dans ton contenu, tu vois. Ouais, mais c'est quoi la valeur? Là, t'as de la valeur. Voilà, derrière, t'as une to-do, tu vois. C'est pas juste des grandes théories, au final, qui sont un petit peu du vent, mais là, tu sors avec des choses à faire, quoi. Et donc ça effectivement, c'est un côté très sympa. Mais tu le retrouves vachement sur leur blog, tu vois, déjà, dans tous les articles qu'ils ont rédigés, même sur des sujets qui sont pas tout à fait liés à l'emailing de prospection, tu vois. Je pense à un article de Vuc, et il en parle un petit peu dans le bouquin. Moi, j'avais lu ça à l'époque, et c'était un des premiers articles que j'avais lu, que j'avais trouvé top, où il te parle de toute cette démarche pour créer des backlinks, qui est un vrai sujet en SEO, tu vois, où du coup, tu vas aller... mais après, tu fais un petit peu de prospection, du coup, envers des blogueurs, envers d'autres marketeurs et tout, pour essayer justement de pousser des articles pour qu'ils te fassent des liens vers ton site, pour renforcer le trafic organique et l'autorité de ton site. Et tu vois, mais la méthode, l'article, c'est un pavé, et en fait, il t'explique tout ce qu'il fait, quoi. Donc en fait, il t'explique tout ce qu'il fait, t'as des templates de messages, machin et tout, et du coup, c'est super activable, et c'est ce qui fait que tu y reviens, au final. Et que quand, du coup, t'as envie d'un outil, d'emailing, tu vas aller chercher Remis, toi. C'est ça. Même si c'est peut-être pas le meilleur, après tout, on s'en fiche, quoi. Je sais pas. Ouais, non, mais tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Mais il parlait de tout. Enfin, ils ont mis tout en process chez eux. Ils montraient une copie d'écran, enfin, de leur notion.
où justement ils mettent tout à disposition de chaque équipe. Mais du coup, ces articles, ils ont juste à les piocher de ce qu'ils ont déjà fait avant, en fait, ils font de la réutilisation. Et ils postent ça. C'était ton post d'aujourd'hui sur LinkedIn, justement, où tu de réutilisation du contenu. Et c'est exactement ça qu'ils Ouais, font. c'est ce qu'on dit, tu vois, et on parle de repurposing ou de recyclage. C'est Ouais. qu'au final, quand tu crées du contenu, tu passes beaucoup de temps à créer du contenu, quand tu veux faire vraiment des trucs quali, Ouais. tu vois, qui apportent de la valeur. Et tu as beaucoup de boîtes dans la création de contenu qui se trompent en disant, bon, bah nous, on va faire un blog, parce qu'il faut faire du contenu. Donc on fait du contenu, donc on va faire un blog et puis on poste des articles. Et puis en fait, quand on poste un article, bah, maintenant qu'on l'a posté, on a cliqué sur publier, donc c'est fini, on va créer l'article suivant, tu vois. Non, ça Et commence. au final, voilà. Et au final, tu te rends compte 3, 4, 6 mois après que le contenu ne donne pas de résultat, dites donc. Bah ouais, mais parce qu'en fait, t'as rien fait, tu vois. Tu l'as mis sur ton blog et puis pourquoi les gens iraient sur ton blog, tu vois. Et donc, cette idée-là, c'est qu'on dit qu'effectivement, tu passes 20% du temps à la création, 90% du temps à la distribution, bah parce que justement, il faut après être capable d'aller pousser ce contenu devant les yeux de ta cible. Et ça passe par tout cet aspect de recyclage où bah, du coup, tu vas le reprendre dans des posts LinkedIn, tu peux le reprendre dans des vidéos YouTube, tu peux le reprendre. Enfin, tu vois, typiquement, je vais laisser aussi un petit peu l'exemple de ce que fait Skydia. Si tu veux le prendre avec Benoît Dubourg, ils ont un podcast. Donc ça, c'est un contenu un petit peu majeur, où du coup, tu as Ouais. un épisode qui est très long avec beaucoup de valeur, beaucoup d'infos en tout cas. Derrière, ils t'en font des posts, enfin, ils t'en font des articles que tu peux retrouver sur leur site. Après, ça donne des posts LinkedIn avec des petits extraits, des petits trucs pour faire l'accroche aussi. Et puis, c'est l'objet de sa newsletter. Et puis, en fait, du coup, tu vois, t'as un contenu, ils t'en ont tiré plein de petits trucs qui vont diffuser un petit peu partout et qui renvoient à chaque fois vers le premier contenu. Donc, tout ça, ça permet de diffuser le contenu de base et puis bah, aussi de réexploiter tout ce que tu as à l'intérieur pour pouvoir le réutiliser le plus possible, quoi. Et donc, quand tu documentes tout comme ils l'ont fait, Guillaume, avec cette fameuse base d'emailing, encore une fois, bah, du coup, c'est une base de connaissances pour Ouais. leurs employés et pour leurs clients, quoi. Et ils pourraient presque en faire des formations, tu vois, au final. Oui, carrément, c'est ce que je veux dire. Pourquoi ça marche, pourquoi tu trouves ça génial quand tu vas sur leur blog tellement c'est précis, tellement il y a de détails et que c'est applicable derrière, c'est parce que eux l'utilisent justement. C'est pas Mm. du contenu créé spécialement pour faire du contenu et où on essaye d'attirer mais sans donner trop. Enfin, je veux dire, là ils donnent tout. Ouais, bah, c'est ce qu'il dit, Ça va vraiment avec la c'est transparence. c'est ce qu'il dit dans le bouquin, en fait. C'est que lui, il a pas créé du contenu pour le SEO. Tu vois, t'as beaucoup de boîtes qui font ça. Ouais, moi, je vais créer du contenu pour le SEO, pour ressortir, machin. Donc, tu crées un contenu un peu bullshit qui est optimisé pour le SEO. C'est content, t'as généré du trafic et puis ça convertit pas. Lui, il a créé du contenu pour que ce soit utile au lecteur. En fait, tu vois, pour répondre à des problématiques. Et du coup, c'est vachement puissant parce qu'effectivement, quand tu viens, tu trouves, et après, en fait, tu l'optimises pour le SEO pour qu'il soit trouvable, enfin, que tu puisses le trouver par Voilà, recherche ouais, organique. évidemment. Mais c'est pas la vocation première du contenu. Et du coup, ils t'ont délivré un truc qui est une méthode, qui est plein d'informations que tu vas trouver utile et que toi, du coup, bah, tu vas pouvoir, enfin, tu reviendras sur d'autres sujets parce que du coup, ça devient ton site de référence sur les sujets d'emailing et de marketing, en fait, un petit peu plus en général, même sales marketing, quoi. Mm. Et tu vois, c'est Dave Gerhardt qui disait ça il n'y a pas très longtemps, qui est l'ancien CMO de Drift, qui dit en fait aujourd'hui les équipes marketing, il faut qu'elles arrêtent de penser comme des équipes marketing en fait. Tu vois, parce que si tu penses comme une équipe marketing, enfin, si tu penses comme une équipe marketing, tu vas faire des trucs qui doivent servir les ventes, qui ont pour but de générer des leads, générer du trafic, machin, et puis tu mets en place des artifices. Et il dit en fait, il faudrait penser comme un média. Tu vois, en gros, c'est que Mm. tu veux devenir le site de référence sur l'information sur un sujet. Et en fait, quand tu te mets dans cette optique-là de média, tu abordes le contenu différemment, d'une autre façon, tu vois, où du coup, tu vas chercher effectivement à traiter de l'information qui a de la valeur pour que les visiteurs reviennent consommer l'information sur ton site. Et du coup, voilà, du coup, c'est un changement de posture en fait un petit peu dans l'objectif. Et quand tu te positionnes comme ça, bah, du coup, tu crées du contenu différent qui a vocation vraiment à rendre service, quoi. Ouais, à rendre service. Mais on parlait aussi avec la création de communautés. Il disait les défauts qu'ils voyaient quand les gens essayaient de créer des communautés, c'était soit ils s'en occupaient pas, ils laissaient les gens s'en occuper entre eux, et auquel cas là ça donne des mecs qui posent des questions et répondent. Mm. Ou tu avais le deuxième cas où les mecs ils veulent un retour sur investissement super rapide, et du coup ils essaient de vendre dès le départ, et du coup plus personne participe à la communauté, parce que chaque fois que quelqu'un parle, c'est pour te vendre quelque chose en fait. C'est clair. Bah, ça, tu vois, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire quand tu fais une communauté.
de la faire pour vendre directement dedans. Tu vois, je recevais Juliette de Spendesk, Juliette Hervé, qui est au marketing chez Spendesk sur le premier épisode de mon podcast. Et ils ont fait Spendesk, donc licorne française, ils ont fait une communauté de ouf qui est CFO Connect pour les DAF au niveau international. Et elle, c'est ce qu'elle te dit. Donc, en fait, ils créent du contenu, ils organisent des conférences, il y a des Slack, machin, pour que les directeurs financiers puissent discuter entre eux, tu vois. Et du coup, ils ont des événements organisés. Et donc, c'est CFO Connect. Ils ont leur propre branding, leur propre truc. Et en dessous, tu as un petit buy Spendesk, tu vois. Mais c'est vraiment petit. Et leurs commerciaux ont interdiction d'aller chasser dans la communauté. Tu vois. Donc, c'est en gros, les gens, ils viennent là, c'est un safe space, quoi. T'es tranquille, t'es sûr. Enfin, il dit, c'est parce que si tu fais ça, tu casses la confiance, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, derrière, tu te fais du mal. Alors que bon, bah, quand t'as ta communauté qui vit bien, au bout d'un moment, de toute façon, les gens, ils finissent par entendre que c'est par Spendesk, ils vont regarder ce que c'est. Puis dans ta communauté, t'as des clients. Donc du coup, bah, ils vont aussi en parler aux gens qui sont là, mais qui sont pas clients. Et en fait, c'est en délivrant de la valeur que du coup, tu vas créer de la confiance. Et petit à petit, de l'audience et des clients, quoi. Et dans la communauté qu'ils ont créée, ils racontaient, l'Emlist, ils racontaient que donc, certaines personnes avaient des problèmes et tu avais les autres utilisateurs, les autres personnes de la communauté qui venaient et qui répondaient tellement bien, en fait, parce que l'environnement est safe et tu te sens comme dans une famille. Et après, ils avaient juste à demander l'autorisation aux personnes qui avaient répondu à un problème en particulier. Est-ce qu'on peut utiliser ce que tu as fait, là, par exemple, donc quand c'est une série d'emails qui a bien marché pour prospecter, je sais pas si tu veux prospecter pour avoir ton... Hop, ils ont juste à reprendre le matériel et à le réutiliser. Et souvent, les gens disent oui, parce que justement, c'est bon enfant, une vraie famille. C'est ça. Après, attention, hein, c'est dur de construire la communauté. Hein. Il le dit aussi. En fait, Il a dans pas les dit que c'était premiers temps, facile. tu galères. Ouais. Dans les premiers temps, tu galères. Il faut être prêt à poster, toi aussi, à l'animer, d'avoir très peu de réponses. Puis au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que petit à petit, effectivement, ça prend. Il y a des gens qui se répondent et puis ça vit tout seul, un petit peu indépendamment de toi. Mais ça, tu vois, dans la stratégie de contenu, c'est vachement intéressant ce qu'ils ont fait aussi avec ces idées de publier. Ils publient régulièrement sur leur blog. Ils mettent en avant en fait les campagnes qui ont bien marché de leurs clients. Mais ça, c'est vachement puissant en termes de viralité. Parce que du coup, en mettant en avant tes clients, tu vas valoriser le mec. Du coup, le mec, il va en parler sur les réseaux, C'est clair. dans la communauté, mais il va en parler sur les... Ouais, tiens, j'ai été featured sur le site de l'Emlist parce que ma campagne elle cartonne et tout. Donc lui, il est super content. En fait, il a de la street cred. C'est con, mais tu lui as donné du capital social. Du coup, il va se faire valoir. C'est un moyen de se faire bien voir, donc il va le mettre en avant. Il va parler de toi. Toi, ça te fait des templates. Donc tu vas alimenter ta stratégie de contenu, tu vas alimenter aussi les autres en ressources, et puis ça va donner aux autres personnes aussi envie de faire partie un petit peu de ce tableau d'honneur, tu vois, et donc de se donner aussi, tu as une boucle qui est super vertueuse là-dessus, c'est super intéressant ça. C'est un petit peu comme ce que fait HubSpot ou Google Ads, tu vois, avec les certifications, des formations qu'ils distribuent, quoi. En fait, ils distribuent du capital social, une façon de te faire bien voir. Et toi, du coup, tu fais ta petite formation, tu as récupéré ton badge, tu le mets sur ton profil LinkedIn, et puis tu fais un post. Et puis tout le monde a vu que tu avais fait un truc sur HubSpot. Ah bah tiens, HubSpot, c'est quoi? C'est un logiciel, et puis voilà. Tu vois, enfin, c'est une super boucle, ça. Ouais, toute cette histoire de badge et de récompense, ça fait quand même beaucoup penser à la gamification pour appliquer à l'entreprise, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ce qui est intéressant aussi avec les chapitres qu'on a énoncés au début du bouquin, c'est selon où vous en êtes. On s'attardait sur les débuts et un peu sur la fin aussi, sur l'exit. Mais si vous en êtes, en fait, vous pouvez attaquer directement sur le chapitre qui vous intéresse. Si tu veux de la culture générale, tu lis tout comme bouquin du début à la fin. D'ailleurs, il le conseille au début du bouquin. Hein, comment utiliser son bouquin? Tu peux aller directement au chapitre qui t'intéresse parce que tu vas y retrouver de quoi appliquer en fait derrière pour exactement là où tu en es. C'est vraiment un guide pratique utilisable par plein de gens. Donc les gens qui n'ont jamais monté de boîte, qui n'ont pas encore pensé, comme la personne qui se demande si elle veut faire revendre sa boîte. Donc il y a vraiment toutes les étapes qui sont abordées. C'est clair, ouais, effectivement, si tu as déjà l'idée, tu peux passer directement au chapitre d'après, quoi. Mais c'est intéressant aussi. Enfin, moi, je trouve que ne serait-ce que Culture G, tu vois, c'est quand même intéressant parce que derrière, en termes de marketing, tu as quand même beaucoup de petites stratégies, de tactiques qui sont intéressantes aussi à appliquer. Enfin,
c'est même pas tant de tactique, c'est vraiment plus des stratégies même, mais à mettre en place qui peuvent donner des résultats intéressants, quoi. Enfin, en tout cas, tu as un modèle à reproduire qui est sympa, quoi. Et puis on rentre dans les coulisses aussi d'une boîte qui s'est montée, qui a réussi. Et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir derrière comment ça se passe. Et du coup, on Trop apprend peu, ouais. beaucoup. Et c'est ce qui fait le succès de Et même- Guillaume, hein, aussi, hein, et de l'Emist, Ouais. c'est que du coup, vu que tu as peu de modèles français comme ça, bah, les gens s'y Oui. intéressent. Carrément, ouais. Mm. Et alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est en anglais, pourquoi sa communauté est en anglais, je crois qu'il le dit à un moment, c'est pas dans le bouquin, je pense pas, vu que c'est adressé aux Anglais, mais quand il parle aux Français, enfin j'avais été à son lancement de bouquin, il avait fait plusieurs lives pour que ça se lance bien. Et dedans, je crois qu'il disait les Français sont un peu cheap, et il dit mais je dis ça mais parce que moi aussi, enfin tu sais, il s'inclut dedans. On a tendance à voir toujours des trucs, tout ce qui est gratuit en fait. Et du coup, au début, ça n'a pas accroché quand ils ont essayé de passer en payant. Les Français suivaient pas derrière. Donc, il a dû commencer par la communauté internationale. Et aujourd'hui, il revient à la communauté française puisqu'ils sont suffisamment étendus. Et Implanté, ouais. donc, ils reviennent un peu dessus. En fait, c'est nous qui l'avons poussé à l'international. Nous, avec notre culture, cheap. Effectivement, il le dit lui-même aussi. C'est ça, c'est ce côté proche Tout gratuit. Ouais. de notre argent. Effectivement, c'est Je sais intéressant. plus qui Enfin, parlait ça. son approche directement internationale, elle est intéressante aussi, hein. La façon dont il l'aborde, enfin, il te le dit aussi avec le lancement par Psumo, directement Oui. sur des lifetime deals, comment acquérir ses premiers clients, comment ils ont fait. Il est très transparent sur ce deal-là avec Absumo et puis le deal à vie, avec les bons et les moins bons côtés. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant aussi. Il est taille tout à chaque fois. Ouais, c'est très, très applicable, très concret, et c'est un bon guide, quoi. Et en plus, à chaque fois, enfin, chaque chapitre, vraiment, c'est tellement. Donc, il y a de l'histoire, hein, comme je disais, mais en même temps, tu sens bien que c'est facile d'en extraire des posts, par exemple pour LinkedIn ou en vidéo, à chaque chapitre, en fait. Mm. Ouais, c'est très bien structuré, ouais, c'est ça le mot. Ouais, non, et dedans, qu'est-ce que vous allez trouver dedans? Donc, il parle du bootstrapping. Que je me souvienne. Je triche un peu, hein, mais. Au début, pour se lancer. Ouais, il parlait, moi, ce que j'appelle la power base, mais ça, c'est traduit. Enfin, c'est pas lui qui utilisait ce terme-là, mais c'est vendre aux gens qui nous connaissent d'abord. Donc, on a un gros réseau auquel on ne pense pas quand on se lance. On veut toujours aller chercher les clients qu'on ne connaît pas, des complets étrangers. Mais alors, à moins d'avoir. Plus tu as vécu dans ta vie au moment où tu te lances, plus tu as une grosse power base. Tu as des gens avec qui tu as travaillé avant, tu as déjà eu des relations, tu as déjà eu des patrons. Et tout ça, c'est des clients potentiels en fait, à qui tu peux vendre, mais auxquels on ne pense pas souvent. De quoi il parlait? Oui, il parlait aussi enfin, on vous laissera découvrir, mais de différents types de MVP qu'il peut y avoir, qui peuvent être différents en fait selon ton marché, le marché que tu attaques. Si tu attaques un marché qui est déjà une grosse foule dessus, tout le monde, c'est saturé. Tellement il y a deux gens qui vendent le même produit. Comment tu vas faire ton minimum viable product? Il sera différent que si tu attaques un marché vide. Donc ça, il raconte ça aussi. Ouais, c'est la partie sur les où il parle des versions bêta, et puis de comment, quel type de bêta tu peux faire ça. Et tout. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est super instructif. Et là, tu sens l'expérience de celui qui est passé par là aussi, quoi. Et le recul de te dire qu'il a de se dire aussi, j'aurais dû faire comme ça à l'époque, où effectivement, il fait la différence entre un petit peu quel type de bêta lancer en fonction de la maturité de ton marché, quoi. Ça, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Il parle de plein de choses, des programmes d'affiliation. Juste pour un petit mot là-dessus, c'était une histoire assez drôle. C'est il y a la loi de Goodhart. C'est une loi où quand tu te fixes sur les mauvais objectifs, en fait, ça va partir en cacahuète. Et là, avec l'affiliation, justement, il donnait 30% sur chaque nouvelle recrue qui rentrait qui prenait un abonnement chez eux. Et du coup, ils sont aperçus un jour, en fait, que les gens payent pub concurrentes aux leurs pour se placer devant eux sur Google, en fait. Et du coup,
Donc ça, c'était les affiliés, en fait. Ils payaient pour leur piquer des clients qu'eux auraient eu autrement. Et du coup, ils devaient quand même leur reverser de l'argent derrière. Donc ça, c'est quand tu fais pas gaffe et que tu suis la mauvaise KPI, la mauvaise métrique, ça part en cacahuète. Et ça me rappelle la loi... Et justement, ça me rappelle Amazon qui avait fait cette erreur-là, par exemple, où à un moment, ils avaient mis en place un programme qui disait OK, on veut garder que les meilleurs. Pour être sûr de garder les meilleurs, tous les trimestres, on vire les 10% les moins bons de la boîte. Et alors, c'est rude, hein, mais c'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les managers, ça les faisait chier de virer les gens. Et du coup, ils embauchaient des mecs exprès, des mauvais, dont ils en avaient rien à faire, pour les virer sans remords, en fait, derrière. Et du coup, ça c'est ça, quand pas tu le but recherché à la base. C'est ça, mais tu le vois pas mal, tu vois, dans les relations sales market. C'est toujours un enjeu un petit peu complexe, et là, Guillaume n'en parle pas dans le bouquin, mais il a construit quelque chose de très intéressant. On en parle rapidement dans le podcast sur la façon dont il organise les relations entre les binômes sales marketing. Et c'est toujours un petit peu un nœud dans les entreprises, ces relations-là. Souvent, c'est comme tu le dis, c'est parce qu'il y a des mauvais objectifs. En fait, tu as des sales qui vont être objectivés sur ce qu'ils sont capables de générer comme revenu en prospection. Et puis tu as le marketing qui est objectivé sur les deals qui sont closés, qui viennent de l'inbound. Tu vois. Et du coup, là, tu te retrouves avec des frictions. En fait, tu te dis que tu as fixé des bons objectifs pour chaque équipe, sauf qu'en fait, les sales, ils n'ont pas envie de traiter les lead inbound. Donc, parce qu'eux, ils sont objectivés sur la prospection. Et puis, du coup, le marketing, il verra jamais ses objectifs, parce que du coup, les sales seraient pas lead. Donc, effectivement, quand tu fixes les mauvais objectifs, t'arrives souvent au mauvais résultat. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est comment se mettre des bâtons dans les roues tout seul, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pareil cette histoire. Là, ça, quand ils se sont rendus compte qu'effectivement les affiliés du coup enchérissaient sur sur le nom de la boîte, en fait. C'est ça, et que, du coup c'est du trafic qu'ils auraient dû capter en organique, et qu'en fait c'était leurs affiliés qui leur piquaient des clients. C'est ça. Du coup pour toucher. C'est des pratiques un petit peu border qui l'ont convaincu que c'était pas forcément un modèle pour eux, quoi. Je crois qu'ils ont arrêté complètement. Hein. Ouais, c'est ce qu'il dit. Effectivement. C'est ça, l'affiliation. Il avait pas envie de passer du temps à surveiller, en fait, ces trucs-là, quoi, et à traquer derrière ses affiliés pour vérifier ça, quoi. Alors, de quoi il parle aussi dans le bouquin? Il parle de l'embauche, embaucher les gens. Que lui, c'est quelque chose qu'on entend, moi en tout cas j'entends assez souvent, mais il y a la sagesse populaire qui dit embauche que quand j'ai les compétences. Lui, il va prendre une approche différente. C'est embauche que des gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont la volonté d'apprendre toujours. Et du coup, s'ils ont le bon, s'ils partagent tes valeurs, s'ils partagent les valeurs de la boîte, tout se passera bien en fait derrière. Ouais, alors il te dit un petit peu il te dit un petit peu les deux, parce que il dit effectivement qu'il recrute pas à l'expérience. Pour ce qui est pas dev. Sauf pour les devs. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit, sur la partie technique, en fait, ils ont quand même recruté des profils expérimentés et des gens qui étaient capables de construire des choses qui sont solides. Il parlait de ça effectivement plutôt sur les équipes sales market, du coup, sur les équipes support entre guillemets, on va dire, qui du coup, là où il cherchait plutôt un mindset qu'un profil, enfin qu'un CV, quoi. Justement, mais ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui est très vrai dans le monde des startups et du SaaS. Moi, je l'ai entendu aussi pas mal sur mon podcast, tu vois, avec Geoffrey Vion, qui est VP Market IMEA de Content Square. Donc, tu vois, c'est les licornes françaises qui enchaînent les levées les plus impressionnantes les unes après les autres, qui dit qu'effectivement, ils s'accrochent pas, eux non plus, c'est pareil, ils s'accrochent à un mindset, en fait, parce que t'es dans un truc qui est super mouvant. C'est un petit peu instable, ça grossit très vite, tu testes des nouvelles choses, les processus changent. Et donc, en fait, il faut être curieux et il faut avoir envie, tu vois, de se remettre constamment en question, d'apprendre des nouvelles choses et de rester un petit peu à la pointe, quoi. Et donc, t'es pas forcément... tu mises pas sur... De toute façon, quand tu recrutes quelqu'un, tu vas pas miser sur l'état dans lequel il arrive, mais plutôt sur ta capacité aussi à le faire monter en compétences derrière sur des sujets qui s'apprennent au final. Mais la motivation pour y aller, ça, tu pourras pas lui apprendre, quoi. C'est ça, c'est exactement ce principe-là. Les compétences s'apprennent, du coup. Ouais, c'est ça. Et alors voilà, donc il y a plein de sujets. Est-ce que tu aurais ajouté quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui t'a plu sur le bouquin?
Ouais, moi, j'avais noté, moi, j'en avais tiré 3 trucs. Il y avait ce mensonge-là qui m'avait marqué. Le deuxième point, et je trouve que c'est vachement important, c'est ne pas croire que tu sais toujours mieux que tes utilisateurs. Tu vois, Ouais. il en parle aussi à un moment, que ce soit tes idées pour le contenu, pour les features de ton produit et tout, et c'est là que la communauté elle est vachement importante. C'est que du coup, ça te permet de rester ouvert, tu vois. Il faut toujours rester ouvert et à l'écoute aussi, parce que bah, des fois, tu as des idées qui peuvent être complètement à côté de la plaque. Il en a parlé, eux, quand ils ont refait le design de la plateforme, toute l'UX, où ils ont eu des mauvais retours au début, parce qu'en fait, ils se sont lancés dans un truc et qu'ils n'ont pas, ils avaient pas assez interrogé au final leur communauté. Tu vois, et moi, je l'ai vécu aussi dans ma précédente boîte où à un moment, on était sur un produit, on voulait supprimer une fonctionnalité parce que on pensait qu'elle était, au final, elle n'était pas utile, enfin, elle n'était pas utilisée, en tout cas, dans ce qu'on voulait faire du produit. Et pareil, effectivement, dans la direction dans laquelle on allait, elle faisait plus trop sens, quoi. Et avant de la supprimer vraiment, on a quand même eu la bonne idée, au final, d'aller interroger les utilisateurs, et on s'est rendu compte que tout le monde l'utilisait, mais pas de la façon dans laquelle on l'avait pensé. Tu vois, Mm. pas pour ceux pour quoi on l'avait fait. Donc en fait, on a juste redesigné un petit peu le truc, et c'était beaucoup plus utile pour eux, mais c'est un truc qui faisait tout le temps, tu vois, au final. Et, et du coup, tu peux, quand tu penses avoir tout compris, tu peux faire ces erreurs-là. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est pour ça que les personas, ça se travaille régulièrement, qu'il faut être au contact de ses clients et qu'il faut vraiment faire attention au retour. Et le troisième truc, bah, c'est la transparence crée la confiance, tu vois. Et je trouve que dans toute la stratégie de contenu de Lemlist, bah, c'est vachement valorisé. Enfin, tu vois, il partage tous ses apprentissages, il partage aussi des échecs, il partage tous ses chiffres, tout est super clair. Et donc tout ça, bah, c'est ce qu'on dit, quoi. Ça crée de la confiance. Du coup, tu les regardes, tu as envie d'aller vers eux, tu as envie d'utiliser leur outil, tu as envie peut-être de bosser pour eux, tu vois. Et du coup, bah, c'est ça, tu crées de la confiance, tu crées une audience, tu crées une communauté qui va être vachement engagée, quoi. Et tu vois, il n'y en a pas beaucoup des modèles comme ça. Quand tu veux chercher, tu vois, je pense à ConvertKit, par exemple, qui a poussé ça aussi très loin, qui a un SaaS. Ils ont une page où tu peux suivre toutes leurs métriques business, le MRR, le churn, enfin, l'utilisation de la plateforme et tout. Et tu vois, ça, c'est des trucs, c'est dingue, quoi. C'est notre boîte Bootstrap, d'ailleurs. Peut-être quelque chose à voir par rapport à ça. Mais peut-être plus compliqué de communiquer de façon transparente quand tu as des investisseurs que tu as levé, et puis qu'en C'est fait, pas... tu es en déficit chaque année parce que tu as des millions qui rentrent, et puis du coup, tu n'es jamais rentable. Ça fait peut-être moins rêver, tu vois, ces chiffres-là. Mais en tout cas, c'est une démarche qui est poussée au bout, qui est assez vraie, quoi. Et je trouve que qui est super intéressante. Et le bouquin, c'est vraiment, je dis, pour moi, c'est ça, c'est un petit peu l'aboutissement aussi de toute une synthèse, ou un aboutissement en tout cas de tous les contenus qu'il a pu créer jusque-là, quoi, sur leur parcours. Et c'est ça qui fait aussi, bah, ouais, tu crées un attachement à la boîte voilà, qui va au-delà du produit et de l'utilisation que tu peux en avoir, quoi. Mm. C'est un cas d'école. Et effectivement, c'est tous les conseils que tu peux trouver tous les jours sur LinkedIn que les gens parsèment par-ci par-là. Et lui, c'est l'application de tout ça, la transparence, le building public. C'est c'est l'exemple vivant Mm. Ouais, de mais tu ça. vois, c'est pas un conseil vide de sens, tu vois. T'en as combien qui te parlent de Non, transparence? Je veux dire, t'en as combien sur LinkedIn qui, enfin, quand tu ouais, c'est ce regardes que dans tu la disais création tout de à contenu au l'heure, hein. quotidien, t'en as combien qui publient réellement leurs chiffres? Tu vois? Ne serait-ce Personne. que ça, quoi. Enfin, Voilà, c'est surtout en France, en il n'y tout a cas. jamais le détail de toute Mais, façon. Enfin, oui. mm, mais qui publient leurs chiffres, qui publient leurs échecs, enfin voilà, qui parlent de leur quotidien comme ça, il y en a finalement assez peu dans le monde de l'entrepreneuriat français, quoi. Mm, mm. C'est un petit peu plus répandu aux États-Unis, mais voilà. Donc ça en fait un exemple à suivre, effectivement. Et qu'on suit, du coup. Je pense, je pense que pour le faire, c'est ce que faisait Guillaume en fait. Euh, comment il procède, t'as l'impression qu'il écrit un journal en fait, un Mm. peu un journal intime mais de la boîte. Et du coup, il disait, il en apprend. Lui, ça lui permet de prendre du recul et d'analyser ce qui se passe, par exemple, au jour le jour. Et du coup, t'as déjà le matériel après pour publier. Faut pas aller dans l'autre sens et se dire, je pense, pour publier facilement et régulièrement, faut pas dire qu'est-ce que je vais pouvoir dire en fait. Lui, il a déjà fait, en fait, encore une fois, il a déjà fait le travail, et du coup, c'est du vrai travail de qualité, puisqu'il l'a fait pour lui, ça sert vraiment à quelque chose. C'est pas juste Mm. pour faire de la com vers l'extérieur. Ouais, ouais, non, mais c'est effectivement une bonne école. Et puis c'est ce qu'il dit aussi, au-delà de l'aspect business chiffre dans le contenu, écrire sur ce que tu apprends, écrire sur ce que tu documentes et tout, c'est s'approprier les connaissances. Quand tu es obligé de les Ouais. reformuler, bah, du coup, toi, tu te les appropries mieux, tu structures tes idées, et puis bah, tu montes aussi en compétences, du coup, par ta création de contenu, quoi. Ça, c'est intéressant. C'est un bénéfice caché. Et je voudrais terminer sur le sujet de la transparence avec,
pour répondre à une de tes interrogations par l'exemple. Je fais aussi un podcast e-commerce et quand je prospectais avec un e-commerce en particulier qui avait levé de l'argent justement, je voulais l'inviter pour parler de ses déboires justement et il n'a pas voulu. Il venait de changer son site, enfin il y a quelques mois de ça avant, il avait fait la refonte de son site, un truc classique. Il avait fait appel à une boîte dont la spécialité c'était pas la conversion mais c'était le graphisme. Donc le site était joli. Par contre, il avait divisé par 2 ses conversions. Et il voulait pas que ça se sache, il voulait surtout pas en parler tant que c'était pas revenu à la normale, parce qu'il voulait pas que ce soit ébruité auprès des investisseurs potentiels. Voilà, donc ça répond aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu es bootstrappé, tu peux te permettre des choses, et il en parle aussi. Hein. T'as pas quelqu'un qui va te dire quoi faire. Il donnait un exemple du chef de cuisine, de cuisine en fait. Il y en a un, il veut faire une recette, mais c'est l'autre qui décide des ingrédients ou des quantités. Enfin, du coup, ça va pas en fait. Ouais, mais c'est vrai qu'après, du coup, effectivement, quand t'es bootstrap et que t'es seul aux manettes, t'as pas ces enjeux-là d'image, du coup, que tu vas donner derrière aux investisseurs. Et puis en même temps, d'un autre côté, tu pourrais aussi dire aux personnes qui lèvent que cette transparence-là, ça attirera aussi à toi les investisseurs que tu vois, qui méritent d'investir dans ta boîte, quoi, au final. Parce que si t'es obligé de déformer ou de cacher des choses à tes investisseurs pour attirer ceux qui t'intéressent, c'est peut-être pas sur la bonne cible, quoi. Non, t'es mal barré peut-être. Enfin bon, du coup, peut-être que tu pourras le faire venir dans ton podcast une fois qu'il aura corrigé le truc, et puis il te racontera comment j'ai échoué, mais comment surtout j'ai réussi à relever la barre, quoi. Ou alors s'il a carrément échoué, s'il ferme aussi, il pourra quand même le raconter. Enfin, s'il a pas honte, c'est un autre problème. Mais c'est un petit peu cette question en entretien d'embauche, donnez-moi 3 défauts, quoi. Tu essaies de donner des défauts que tu transformes en qualité quand même, tu vois. Donc, tu racontes ton échec une fois que tu as réussi. Mais ouais. C'est vrai que du coup, c'est beaucoup de bonnes leçons à tirer de ce bouquin. Je te propose qu'on conclue là-dessus. Si tu as rien à rajouter. Non, écoute, pour moi. Non, c'est bon pour toi. Ouais, je dirais juste que c'est un exemple à suivre pour tous les fondateurs quand même, tu vois. Ouais. Les fondateurs de start-up. C'est qu'on tarde trop à investir dans le contenu, alors que ça crée de l'expertise, ça crée de la confiance, ça crée de la crédibilité. Et c'est aussi un levier exponentiel à moyen long terme. Et là, c'est ce que Guillaume démontre bien, quoi. Et il y a d'autres exemples, mais voilà, donc c'est un exemple à suivre encore une fois. Et j'aimerais terminer par, et d'ailleurs il termine par ça aussi dans son bouquin, ça aurait pu être le début, mais c'est à la fin. Du coup, on va terminer là-dessus. Pourquoi il a écrit ce livre ? C'est pour inspirer et aider 1 million d'entrepreneurs, donc ça c'est son objectif, autour du monde, pour les inspirer à regagner leur liberté et à construire un business qui dégage des profits. Voilà. C'est le but du bouquin. Ouais. Je te remercie d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Alors je mettrai tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur LinkedIn ? Je mettrai les liens en dessous. Sur LinkedIn principalement. Ton podcast. LinkedIn, Axel KTK. LinkedIn, Axel KTK, j'y suis tous les jours. Et puis mon podcast, c'est le Café du Market, sur toutes les plateformes qui se respectent. Non, mais sur toutes les plateformes de podcast. Et puis il est aussi accessible du coup par mon profil LinkedIn. Il est dans ma sélection. Ouais. Nickel. Je te dis à très bientôt alors sur LinkedIn. Et je te remercie d'être venu. Merci à toi, Sébastien. C'était un vrai plaisir de discuter sur le sujet. Voilà. Vous connaissez tous les secrets, comment on fait pour aller de l'idée au succès, pour aller de 0 à 150 millions en 3 ans et demi. Donc maintenant, à vous de jouer. Comme on dit, si on est sur les épaules des géants, on devrait pouvoir faire mieux que Guillaume, grâce à lui. Et dans le prochain épisode, on va se donner des billes justement pour mieux vendre. Et je vais, une fois encore, avec mon acolyte Anthony, le Canadien, on va vous prouver par A plus B qu'il n'y a pas besoin d'être un requin pour vendre, grâce au livre de Robert Herjavec du Shark Tank. Et pour ceux qui ne connaissent pas le Shark Tank, c'est la version américaine, la version qui a engendré qui veut être mon associé en France. Tout de suite un extrait. Un des thèmes principaux du livre, c'est de ne pas essayer de devenir quelqu'un d'autre que tu n'es pas si tu es en vente, si tu es homme d'affaires, homme ou femme d'affaires, d'essayer d'être le requin ou d'essayer d'être juste sanguinaire à tout prix et à vouloir tout tuer sur ton passage. Ils sont beaucoup à le dire en fait, pour être bon vendeur, ça commence par l'énergie que tu vas dégager, l'enthousiasme que tu vas mettre dans la vente. Avant la technicité, avant les techniques, comment tu fais pour closer, comment tu fais pour répondre à une objection, enfin, ça c'est secondaire en fait. Oui.
C'est aussi pour ça que la technique de Robert Herjavec fonctionne, dans le sens où il n'essaye pas de pousser le close à la fin, de pousser la signature. C'est parce que s'il a bien amené la vente jusque-là, elle se fait toute seule en fait. Abonne-toi.